Elles ont fait la une de l'actualité. Les médias les ont starifiées, voire statifiées. On ne parlait que d'eux, on ne voyait qu'eux. Et puis, du jour au lendemain, ils ont quitté l'éphémère panthéon de la gloire moderne. Les projos de l'info ont éclairé ailleurs et le public les a zappés. Aussi vite qu'ils avaient quitté l'incognito, ils sont retournés à l'anonymat. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Pourquoi et comment avaient-ils acquis leur célébrité? De quelle façon, eux et leurs proches, avaient-ils vécu leur végétariat? Pour quelles raisons ont-ils disparu de l'actu? Que s'est-il passé depuis? Bref, que sont-ils devenus? Dans Tout le monde en a parlé, à travers d'abord des archives de la gloire, puis une enquête sur leur vie aujourd'hui, et enfin une interview vérité, je vais vous raconter leur histoire. Voici Tout le monde en a parlé, l'émission qui rallume la lumière. J'accueille Maxime. Suivez-le, il est là pour nous évidemment. Le meilleur de Graines de Star. Ça ne pouvait se faire sans Maxime. Oh, vous êtes fous quoi? Vous êtes jamais allé en discothèque? Mettez-vous en randonnion d'Indien par deux. Bon, je vous préviens, c'est moi qui dis qui rentre dans la discothèque et qui rentre pas. Je dis, c'est moi qui dis qui rentre et qui rentre pas. Si qui rentre pas, c'est moi qui dis. Monique, t'es prête? Maître chien. Bon, on y va. Osez. Oh, c'est bon. Osez. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Osez. Osez. Oh, c'est bon. 2 minutes, s'il vous plaît. 2 minutes. C'est moi qui dis. 2 minutes. Avec Claude? Ouais, problème. Stravestique. Je dis un stravestique. Un stravesti. Mais une gonzesse avec un zizi, ouais. Bah, qu'est-ce que je fais? C'est gratuit pour les filles ce soir. Ok, je lui dis, Monique, tu peux faire un demi-tarif pour monsieur dame, là? Tout le monde en a parlé à retrouver Maxime, humoriste et comédien, en plein footing matinal près de chez lui en banlieue parisienne. Voilà. Voilà, c'est ici que je viens de temps en temps me ressourcer. Voilà. Sinon, t'as une fontaine et tout. Moi, j'ai l'impression d'être en Corse, hein, avec le bruit. Et puis voilà, c'est tranquille. Tu vois, il n'y a personne. Hein, t'es pas embêté, t'es pas 12 000 personnes qui courent. Je n'ai rien contre eux, mais je n'aime pas les gens qui courent en ville. C'est comme ceux qui courent sur la Croisette à Cannes, tu vois, le 15 août. Ça n'a pas de sens. Après le sport, direction son appartement pour s'atteler à l'écriture de sa prochaine pièce de théâtre. Alors je travaille là sur une pièce de théâtre qui s'appelle Le Simulateur. C'est un titre provisoire ou définitif, on va voir. Donc bah, ça se termine, ça commence à se terminer, ça commence à se finaliser, donc c'est excitant. Voilà, on est en période on va rentrer en période de lecture avec les comédiennes. J'aime me lever tôt pour bosser, c'est vrai que je suis tranquille, il n'y a pas de bruit, voilà, on est bien. Après, de toute façon, une fois que la journée est commencée, c'est un peu plus compliqué de se mettre dans sa bulle. Et après, le soir, comme je suis au théâtre, après, je rentre à la maison, j'aurais plutôt tendance à m'endormir. Et avant de partir, il nous ouvre les portes de son passé. Trajet de ma communion. Tu le crois, ça? C'est possible. On faisait ça. Voilà. Là, tu gardes des silos qui ne fonctionnent pas. Ben, moi, je garde des dragées qui ne se mangent plus. Ah bon, chacun son truc. Voilà, c'est un merveilleux souvenir, puisque c'est un match de gala qui était organisé pour Yannick Noah. C'était le rôle de ma vie. Et j'ai joué avec Zizou et Deschamps. Ouais. 4 minutes. Allez, revenons au présent Maxime. Premier rendez-vous de la journée avec les comédiennes de sa future pièce. Là, je vais au théâtre du gymnase. On a rendez-vous pour la lecture avec Marion Sarraud, les comédiennes. Oui, Maria, t'arrives à quelle heure? Oh, j'ai 1 milliard de choses à te raconter. Ah bah tu parles, ma belle, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? On entend une sonnerie de téléphone. J'arrive. Oui, c'est presque dû, tu vois. Parce que là, c'est la ponctuation d'une scène. Une répétition sous l'œil avisé de Marion Sarraud, réalisatrice passée à la mise en scène, une précieuse conseillère pour Maxime. Ça prend forme, ça prend vie. Là, on a quelqu'un avec nous, pas des moindres, donc voilà, d'un seul coup, tout devient vivant, quoi. C'est des mots qui se transforment en des actes vivants. Donc c'est très intéressant. Et il n'y a pas que les mots qui comptent au théâtre. Les costumes aussi, ils sont en cours de fabrication dans un atelier parisien. Nous y sommes. Alors, on arrive à l'atelier, là.
C'est l'un des derniers de la capitale à créer les costumes de scène de façon artisanale. Bonjour, ouais. Et toi Allez, par là. Allez. Donc voilà. Je viens voir, Nathalie parce que c'est elle qui va créer les costumes pour la pièce. Voilà, et l'atelier. Et donc voilà, bon, mais on avance un peu à la fois. Voilà, il y a des modifications dans le texte et dans l'histoire, donc il y a des modifications de costumes. Il y a des changements assez réguliers, je change souvent d'idées, d'avis. Donc jusqu'à ce que ce soit finalisé, les costumes c'est pareil, ça bouge quoi. Voilà, mais j'ai pris les meilleurs. En auteur perfectionniste, il sait s'entourer. Mais d'ailleurs, lequel a choisi l'autre ? Je connais Maxime depuis une année à peu près. Je l'ai vu sur Le Clan des Divorcés et je suis tombée amoureuse de son jeu d'acteur. Je voulais travailler avec lui. Tu me tiens au courant? Yes, okay. Je t'appelle. Si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, t'appelles. Ça va, super gentil. Bonne journée. Ouais, ciao. Et oui, la journée continue pour Maxime, puisqu'il joue depuis 3 ans maintenant dans Le Clan des Divorcés. Un spectacle dans lequel on le verra encore plusieurs mois avant qu'il ne se lance dans son nouveau projet. Juste. Désolé. À bientôt. Ciao. À bientôt. Et maintenant, la lumière se rallume sur Maxime. Maxime, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Vous êtes né le 18 février 1966 à Roubaix, sous le nom de Maxime Van Leer. Vos parents se connaissaient de longue date, car ils étaient tous les deux de Lannoy, dans la région de Roubaix, et ils sont tombés amoureux lors d'un bal, un dimanche après-midi. Oui, très belle histoire. Alors, votre père, représentant de commerce dans la boulangerie, votre mère, femme au foyer, avec 5 enfants, c'est un peu normal. Alors, le souvenir le plus marquant de votre enfance, c'est à 6 ans, vous vous cassez la jambe dans la cave de votre immeuble, vos copains sont effrayés, ils vous abandonnent sur place, vous êtes obligé de ramper jusqu'à chez vous, et là, vous n'êtes amené à l'hôpital que le lendemain matin, et en attendant, votre jambe est immobilisée avec une règle de couturière. C'est horrible. De ma mère, on est en 72, c'était le docteur Lecru, il nous écoute, il avait dit non, mais on verra ça demain. Et j'étais monté, j'ai été porté par une voisine. Et quand je suis arrivé à l'appartement, mon grand-père, il a posé la main dessus. Il a dit non, faut masser, c'est rien. Putain, c'est juste une double fracture du tibia. Ouais, donc voilà. Ouais. Alors à l'école, vous êtes limite cancre hein, quand même. La seule chose qui vous intéresse, c'est les récréations et les spectacles de fin d'année. Ouais. Ce que vous aimez, c'est faire le show en fait. C'est-à-dire que vous rejouez le lendemain à l'école ce que vous avez vu la veille à la télé. Ouais. Ah oui, car c'est pareil, quoi. On n'avait pas le droit de regarder la télé tous les soirs. Et quand on pouvait regarder le film du dimanche ou du mardi soir ensuite, je racontais le film aux copains. Je me sentais obligé de leur raconter. Ils me disaient, mais je l'ai vu. Je disais, mais t'as pas tout vu. Je vais te raconter mieux encore. Mieux que le film, je vais te raconter. Donc on faisait ça, et on faisait ça aussi dans le cours de récréation. C'était une manière peut-être d'exister, sans doute. Alors un jour pompier, un jour policier, vous ne savez pas très bien ce que vous voulez faire. Quand vous serez grand, l'avantage, c'est que comédien, on peut être un petit peu policier, un petit peu pompier. On peut faire un peu tout ça, quoi. J'étais devant le conseiller d'orientation un jour, et il nous montre l'arbre où effectivement on a différentes options suivant les études qu'on va faire. Et à chaque fois, je vois que il peut y avoir avocat, il peut y avoir un médecin, mais après, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'on est avocat ou médecin toute sa vie. Et c'est peut-être ça qui me dérangeait, me dire ce sera ça toute ma vie. Et j'ai peut-être pas envie d'avoir un truc fixe. Donc... Alors c'est pour ça qu'après un CAP de maçonnerie, vous arrêtez à 18 ans l'école au niveau du BEP. Et là, pour combler vos aspirations artistiques, vous commencez à danser le hip-hop dans la rue. Ouais. Alors que vos idoles, c'est Gene Kelly, Fred Astaire, mais enfin... Effectivement, quand je voyais leurs films, après, je faisais des claquettes avec les chaussettes sur la moquette. C'était un peu compliqué. Et c'est vrai que la danse, c'est assez particulier, surtout quand... j'ai envie de dire, on vient d'un milieu ouvrier, quand on habite Roubaix. Si du jour au lendemain, tu dis, je veux faire danseur, bon, si tu veux, ça passe pas trop. Non. Donc c'est vrai, quand le hip-hop est arrivé en France, dans les années 80, j'ai pris la balle au mont et puis je me suis mis à danser jusqu'à saouler les gens qui étaient autour de moi, parce que partout où j'étais, j'ai dansé, quoi. Mais là, vous faites un enfant. Oui. Et vous êtes obligé de gagner votre vie parce que vous avez la pression
de la famille, de la mère de l'enfant qui vous dit, mon gars, il faut quand même te mettre au boulot, là. Ouais, on me dit, c'est pas un métier, quoi. Ouais. Danseur, comédien, tout ça, c'est la science-fiction, c'est dans les livres, c'est à la télévision, c'est pas chez nous, ça n'existe pas. Donc, effectivement, faut travailler. Et puis, bon, j'ai 19 ans. Ma femme est encore plus jeune, une famille très bourgeoise de son côté. Donc, vraiment une grosse pression. Alors là, quand vous vous séparez de la mère, vous retrouvez un copain de l'époque du hip-hop qui est devenu clown de rue et vous le suivez. Ouais, c'est-à-dire que je le revois, on est à Lille, et puis je dis, tiens, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il dit, je fais clown de rue, c'est les poursuites, la pop, les mecs qui suivent les gens dans la rue, tout ça. Je suis bon, allez, hop, banco, je pars avec toi. On est parti à Cannes, on a fait, je vais pas dire un tour du monde, mais on a bagboulé un peu partout. Ouais. Et c'est vrai que ça a été une expérience, ça a été des grands moments de rigolade, vraiment. Un mec, on est à Saint-Tropez, on jouait sur le port de Saint-Tropez, et il y a un mec qui arrive en Bentley ou je ne sais quoi. Et mon pote, il arrête la voiture, il fait des pompes devant, comme pour l'arrêter. Donc le mec, il sort, il fait non, c'est pas possible. Moi, pendant ce temps-là, je monte à l'avant de la voiture, j'ouvre les portières et je fais monter, mais je sais plus 15 personnes dans la bagnole. Ouais, c'est après mon petit c'est du happening total. Alors voilà, vous commencez à gagner votre vie à 25 ans au Club Med, comme Giro, gentil organisateur. Ça a été votre école, hein, le Club Med? Disons que le club, c'était aussi un échappatoire, c'était dire, bon, il faut que je fasse quelque chose quand même, il faut que les choses démarrent. Je suis parti animateur. Et c'est vrai que c'est là-bas où j'ai commencé à faire de la scène, à faire des premiers sketchs, à chanter, à prendre un micro, à animer une soirée. Et c'est vrai que c'est une école, ils ont les outils pour. C'est une belle école. Après, il faut pas... Après, que ceux qui font carrière, tant mieux pour eux, mais je pense qu'il faut vite faire un choix. Soit on y fait carrière, parce qu'après c'est une prison dorée, et on comprend pas quand on revient, tiens, il faut payer le gaz. Tu vas au café, tu dois payer l'addition, tu comprends. De toute façon, à l'époque, vous ne voyez pas assez votre fils, donc vous vous dites quand même, il faut que je rentre en France. Et là, vous écrivez votre premier spectacle, vous jouez à Lille, ensuite faites quelques rôles, quelques pubs, quelques scènes, jusqu'au jour où Arnaud Delru, donc ex-candidat de Graines de Star, qui ouvre le cabaret La Péniche du Pianiste à Lille, vous propose de monter sur scène. Et il a invité Laurent Boyer, évidemment, puisqu'il avait fait Graines de Star. Puis quand il m'a vu, il m'a dit, pourquoi tu fais pas l'émission? Je dis, pourquoi pas. Mais ça s'est bien passé? Très bien. Vous avez fait 3 Graines de Star. Oui. Il y a eu Graines de Superstar. C'est vrai. Et ça, c'était énorme. C'est vrai. Parce qu'il fallait... C'est énorme. Quand j'ai revu les images, il fallait chanter, imiter. Et à l'imitation, je suis très très mauvais, quoi. Vous avez imité qui? Pour faire Aznavour, je me suis mis à genoux. Oui. Pour faire Jonas, j'ai mis un bol sans cheveux. Voilà, quoi. J'étais pas bon, quoi. Et à ce moment-là, donc Claude Fournier, le talent scout de Gérard Louvain, vous remarque, vous propose de rejoindre l'écurie Louvain. Vous faites les fameux coups d'humour sur TF1, une sorte de tremplin pour comique, et vous serez quand même reconnu comme le meilleur coup d'humour de la saison, ce qui est bien. Oui. Il y a aussi les Open du Rire sur Rire et Chanson qui vous font connaître. Vous faites le Palais des Glaces et le 14 mai 2001, c'est la consécration, c'est l'Olympia. C'est énorme, ça a été très vite même, un peu trop vite. Parce que je sortais du petit Palais des Glaces, on avait effectivement cartonné, que Gérard avait de grosses ambitions pour moi et qui dit, on le tente, on le fait. Claude avait dit, bon, si on fait 500 de payants, on est royal. Puis on avait fait plus de 1400 ou 1500 de payants. Mais c'était trop vite, et puis même sur scène, c'était trop vite. C'est-à-dire que j'étais sur scène, j'ai eu l'impression de claquer des doigts et de sortir de scène. J'étais plein d'émotions, j'ai pleuré avant, presque pendant et après, quoi. Quelles ont été les réactions de votre entourage? Les parents, une fierté sans... Parce que je le disais, quoi. Je le disais, un jour je serai à l'Olympia. Mon père qui était très terre-à-terre, qui disait, arrête de rêver, quoi. On va bosser. C'est la seule vérité dans la vie, il faut bosser. Arrête de rêver. Et donc, quand je l'ai fait, j'étais limite gêné. Limite gêné d'avoir eu raison. Contre lui, c'était assez troublant. Et vos potes? Les potes, c'était festival, quoi. Maxime à l'Olympia. C'est ça. Il y avait des gars de Roubaix qui s'étaient déplacés, j'étais même pas au courant. Quand je les ai vus après, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, on est venu te voir. Avec les médias, ça s'est bien passé, non? Ils étaient gentils avec vous, non? Là, j'ai les archives. J'ai 2 valises, parce que les parents qui enregistraient tout, bien sûr. Donc j'ai 2 valises de cassettes. De cassettes, de VHS. d'émissions de télé que j'ai pu faire. Je ne me rendais pas compte à l'époque.
Je me rendais pas compte que j'allais de plateau en plateau. Gros, ouais. Donc, mais non, ouais, si, ils ont été sympas. Vous avez gagné de l'argent? Oui. Vous l'avez dépensé? Ouais. Fait n'importe quoi. Ouais. N'importe quoi. J'avais une cordée avec des potes. Ouais. Je sortais la carte bleue. Voilà. Après, je faisais plaisir à la famille et aux potes. Et puis, je pensais surtout... Comme j'avais pas la sensation qu'il y avait quelque chose qui avait démarré, je me disais pas que quelque chose va s'arrêter. Ouais. Alors, est-ce que tout ça vous a rapporté l'amour au moins? Est-ce qu'à l'époque, vous avez rencontré des filles formidables? Oui. Beaucoup. Énormément. Des tonnes. Non? Ouh, c'est nerveux. Non, pas tant que ça, en fait. Ah bon? Faut pas être déçu, non, pas tant que ça. Bah, après, c'est sûr que la notoriété aidant, bon, c'est vrai que j'ai toujours aimé les femmes. Quel a été le meilleur moment de cette époque? L'Olympia, puis la tournée. Moi, la tournée avec mon premier spectacle, j'ai adoré. Ouais. J'ai vraiment adoré. Et le pire moment? Je pense les fois où j'ai fait la Java trop longtemps et où le lendemain, j'étais pas bien. Des gueules de bois, quoi. Ouais, j'étais pas bien. Ouais. Surtout quand il faut remonter sur scène le soir même. Ouais. C'est ça, parce que je me détestais. Je me détestais. C'était pas me plaquer la tête contre les murs. Qu'est-ce que t'as fait, quoi? C'est n'importe quoi. Alors donc après, il y aura le Bataclan, la Comédie de Paris pendant 6 mois, après une tournée dans toute la France. Et en avril 2004, vous participez à l'émission La Ferme Célébrité. Et là... Je mets mon oreillette. Et là, 11 millions de gens vont vous voir tous les soirs, pas vraiment sous votre meilleur jour, c'est-à-dire bordélique, agressif, pas vraiment sympa en fait. Si j'ai eu des excès, soit de parole ou ci ou ça. En même temps, c'est pas évident de se lever tous les matins avec Daniel Gilbert. Tu vois, ça c'est sûr. Tu vois, à un moment donné, ça, tu vois, Daniel Gilbert qui à 8h du matin, tu dis ça. C'est bien payé, mais c'est difficile. C'est ça complètement. Il y a un truc aussi, c'est que juste avant l'émission, vous sortiez beaucoup, preniez pas mal de trucs, et quand vous êtes retrouvés, vous avez fait votre sevrage en direct sous les caméras de télévision, non? Bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et puis bon, j'ai perdu mon père peu de temps avant. Ouais. J'allais là-bas pour aussi peut-être montrer à ma mère que je pouvais me lever tous les matins à 7h et puis bosser normalement. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose comme ça au fond, que j'avais un truc à dire. Il aurait mieux valu peut-être que je le dise que plutôt le faire. Ouais. Parce que je l'ai mal fait. Ouais. Ça vous a pas aidé, hein, comme célébrité. Résultat, on vous tourne le dos, vous êtes un peu dans la merde. Et à un moment, ça va très mal. Vous êtes obligé de quitter votre appartement, vous vous retrouvez dans la rue, quoi. Bah ouais, je suis avec mes sacs chez une amie corse et la mère de mon second m'annonce qu'elle est enceinte. Ouais. Donc là, il faut partir à la guerre. Ouais. Ouais, vous atterrissez sur Terre. Le seul qui vous a pas tourné le dos, en fait, c'est Dominique Pizzi, votre tourneur. Mais il se tue dans un accident de voiture. Ça, c'est la deuxième grande catastrophe. Ouais. Quelqu'un qui était adoré dans le métier. Hein. Il était adoré, puis moi, c'était un ami avant d'être un producteur. Donc, voilà, quoi. Je veux dire, on joue aux cartes ensemble. On faisait les 400 coups ensemble. Et quand il est parti, ça a été... il n'y avait plus de guide, quoi. Ah non. Là, je me sens seul et je me dis, il va falloir retrousser les manches, là. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de l'époque, disons, de Graines de Star, de l'Olympia. Plus maintenant. Il y a eu une période où j'ai eu la sensation que quelque chose était passé, que ça ne reviendrait plus. Et après, je me suis dit... Vous n'avez pas su saisir votre chance. Ouais, j'ai pensé ça. Et après, je me suis regardé, puis je me suis dit, mais en fait, tout va bien, quoi. Ouais. Ce que tu as écrit avant, bah, tu peux encore l'écrire. Ce que tu as fait avant, tu peux encore le faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécrit un spectacle Maxime en 12 secondes. Et qui a très bien marché. Vous êtes reparti. C'était... mais c'était à deux doigts de dire, bon, allez, je lâche tout. Mais en même temps, j'avais un deuxième enfant qui arrivait, c'était formidable. Mes enfants m'ont sauvé, quoi. Mon premier m'a sauvé sans doute de peut-être faire des bêtises, peut-être de la délinquance, je sais pas. Et le second m'a sauvé d'autres choses. Ouais. Vous avez de la rancune contre quelqu'un? Non. Par exemple, Louvain, par exemple, quand vous devez tourner dans Ma femme s'appelle Maurice, ça aurait peut-être été une carrière au cinéma, on ne sait pas. Il vous interdit de le faire, vous lui en voulez? Non, je lui en veux pas, parce que il m'a pas vraiment interdit. Il m'a dit, ça va être une daube, ils vont pas faire une entrée. Ensuite, moi je me dis, à ce moment-là, c'est quand même Jean-Marie Poiret. Jean-Marie Poiret qui est en bas de chez moi, qui me dit, tu vas faire le film.
Et je suis tiraillé entre les deux. Et il y a un matin où j'ai rendez-vous avec le producteur. Je dois partir en Corse avec mon plus grand. Et on a rendez-vous à 10h. 10h05, il n'est pas là, je pars. Je prends la voiture, je pars. Et on arrive à Nice, je monte dans le bateau. Et dans le bateau, je monte à 41 de fièvre. Ah. Et en fait, ça m'a... Comme si j'avais la sensation d'avoir quitté un chemin, quoi. Et que ce film, si je l'avais fait, je pense que de toute façon, je dis pas qu'il aurait fait plus d'entrées, mais en tout cas, ça aurait été la possibilité pour moi d'être face à une caméra et de m'exprimer. Et après, de toute façon, les choses... Ça vous aurait ouvert des portes. Exactement. J'imagine. Mais bon, après, j'en veux à personne. Le choix, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Si c'était à refaire, alors Maxime, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je pense que j'arrêterais pas l'école. Ouais, ça, parce que c'est la base de tout, c'est ce qui a fait que j'ai peut-être fait des mauvais choix, c'est peut-être ce qui a fait que je me suis mal entouré, c'est peut-être tout ça. Ouais. Donc je pense que j'aurais poursuivi, j'aurais fait des études, voilà, un peu. Puis parce que j'ai quand même inventé l'écriture texto, donc... Non, c'est vrai. C'est un réellement quand tu prétends écrire, comme là, bon, j'ai écrit une pièce de théâtre, c'est un manque, on a un manque de confiance terrible. Ouais. Parce qu'on se dit, pour présenter les choses, on se dit, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est... Donc j'aurais peut-être plus de confiance en moi. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Silence, ça tourne. Merci, j'étais très heureux de rallumer les lumières sur vous, Maxime. Moi aussi. Merci. J'accueille Sophie Duez. Ce film est un film émouvant, mais je voudrais qu'on en dise un petit peu plus, parce qu'il y a un troisième personnage qui est une jeune femme. Et c'est exact, oui. Que vous avez découvert en regardant Champs-Élysées. Ah oui, figurez-vous que je regardais un soir une émission, comme ça, c'était Champs-Élysées, et puis il y avait Patrick Bruel, un camarade comédien et chanteur, qui chantait. Marre de cette nana-là. Marre de cette nana-là. Et il y avait, parmi les trois nanas, entre guillemets, qui dansaient derrière lui et qui chantaient, il y avait une jeune fille qui était Sophie Duez. Et puis quand j'ai vu l'émission, je me suis dit, mais si jamais cette fille-là joue aussi bien qu'elle danse et qu'elle apparaît à l'écran, c'est formidable, c'est elle. Alors, on l'a contactée, on a fait des essais, et puis voilà, et c'est elle qui est dans le film. Voilà le troisième personnage du film, il y a Sophie Duez que voici. Vous êtes dirigé par un metteur en scène hollywoodien, Michel Blanc. Pas pour les tarifs. Comment il est comme metteur en scène? Il est merveilleux. Il est angoissé, bien sûr, mais il est merveilleux. Ah oui, il est merveilleux, oui. Il est à la fois... Si vous dites merveilleux une troisième fois, il vous engage dans son prochain film. Comme pour le BHV, c'est-à-dire il y a le cadeau au bout de 3 fois. Non, il a à la fois l'autorité pour que tout se passe bien et que tout se déroule, et puis en même temps une gentillesse et une... Je suis très gêné. Tout le monde en a parlé à retrouver Sophie Duez, dans le Vieux-Nice où elle habite. Ça, c'est un vrai bonheur tous les matins d'ouvrir mes volets, d'avoir le regard qui se pose sur l'horizon, sur le palmier. C'est une envie que j'ai toujours eue. Je réalise ici à Nice. J'ai pas été la seule d'ailleurs à contempler cette vue, parce que là, c'est une litho de Matisse qui avait son atelier juste l'immeuble à côté. Donc il y a plein de tableaux de Matisse qui sont pris de derrière ses volets à lui, de son atelier, et on retrouve ce que je vois là, à l'œil nu. Ça, c'est le deuxième plaisir de la journée, c'est de traverser le marché, où il y a des produits de la ferme, des petits producteurs. Hello. Ça va. Ça va? Ouais. Et toi? Ça va, merci. Je la vois une fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine. C'est une chance. Et sinon, quand je passe, je fais au moins coucou. Allez, à bientôt. Une bonne journée. À bientôt. Merci. Comme tous les mardis, direction la mairie. Chargée de mission par Christian Estrosi depuis 3 ans, elle peut ainsi explorer sa ville de l'intérieur. Moi, c'est ce côté que j'aime bien, c'est tout l'envers du décor, toutes les coulisses de la ville. Je crois que j'ai eu envie de quitter le théâtre et de quitter la scène aussi pour être dans les coulisses et voir comment on peut porter ça plus dans une lumière un peu autre. Elle est en effet en charge d'un grand projet culturel et investit beaucoup de son temps pour transmettre ses idées. J'ai une réunion de cabinet, comme j'ai toutes les semaines. Merci. Avec tous les membres du cabinet du maire, dans la salle de réunion du maire. Bonjour.
Avant de poursuivre sa mission, elle s'offre une bulle de bien-être. Ouais, ça va être un moment de détente. Chaque semaine, ces moments-là l'aident à mieux gérer son quotidien. Un moment pour faire un hammam, parce que j'ai l'esprit qui cogite toujours beaucoup. J'ai besoin de temps en temps de lâcher prise, me vider la tête. Shine bright like a diamond. C'est l'esprit plus clair que Sophie reprend le fil de sa journée. Prête à repartir. Direction les abattoirs de Nice, symbole de son grand projet où elle passe beaucoup de temps. C'était vraiment les abattoirs, les bureaux, donc dans les années 60, à partir des années 60. Et puis ça, c'est ce qu'on a baptisé, le nom que j'ai donné à ce chantier de création. Le chantier 109, pour donner du 109 à la ville. C'est dans cet espace de 20 000 mètres carrés que Sophie s'est lancée à corps perdu afin de le reconvertir en un lieu unique de rencontres et de création multidisciplinaire. Là, j'aime bien parce que c'était vraiment le laboratoire du docteur vétérinaire qui, avec toutes les clés. Quand j'ai commencé la mission aux abattoirs, ici, c'était plein de stockage de la ville. Et la première chose que j'ai fait, c'est de vouloir récupérer toute cette halle qui est immense. Un chantier immense qu'elle délaisse de temps à autre pour monter à Paris. C'est avec impatience et plaisir qu'elle vient régulièrement dans la capitale pour un autre moment précieux de sa vie personnelle, cette fois, avec ses 2 filles. Bon, là, je vais d'abord chercher la plus petite, qui est un étage plus haut, et après on passe prendre la sœur. Hello. Ça va? Ça va et toi? Lucille, 24 ans, et Rose, 21 ans, sont étudiantes à la Sorbonne, comme le fut leur maman d'ailleurs. Elle vient souvent nous voir, on essaie d'aller la voir parce qu'on est habitués à être souvent ensemble. Donc du coup, Bah là, on va aller se prendre un petit goûter de la rentrée dans un endroit sympa. En plus, on va pouvoir faire peut-être trouver des petits accessoires de la rentrée. On aime bien les petits carnets, des petites choses pour la maison. Parce qu'elles ont pu commencer leur cours. Et c'est quand même la jungle pour s'inscrire à la fac. Et c'est quand même beaucoup plus sympa de se parler comme ça que... Enfin, on peut faire par téléphone ou Skype, mais bon, c'est plus sympa. Les goûters, chin, pour rentrer. Goûter puis shopping, mère et fille complices plus que jamais. À la fin de la journée, toutes les 3 n'ont qu'une chose en tête, leur prochaine retrouvaille. Bon, ben les filles, bonne rentrée. Et on se voit... vendredi soir. Ah bah oui, on se voit dans 2 jours. Pour ton anniversaire. C'est ça ton anniversaire. Bisous. Bon, à ce week-end alors. Yes. 2 jours, ça va être long. Entre Paris et Nice, Sophie Duez a désormais trouvé son équilibre. Et maintenant, la lumière se rallume sur Sophie Duez. Sophie, bienvenue sur le plateau, tout le monde en a parlé. Alors, vous êtes née le 6 octobre 1962 à Nice. Oui. Alors, vos parents s'étaient connus très jeunes. Et quand vous naissez, votre père est encore en train de faire ses études d'ingénieur. Et votre mère est vendeuse mannequin chez Tictiner à Nice. Ils se sont rencontrés, on a fait du ski à Oron, parce que quand on est jeune à Nice, on va faire du ski. À 15 ans, et voilà, ils sont mariés très jeunes, donc je suis arrivée, papa partait au service militaire. Ah oui. Donc il a échappé au départ à la guerre d'Algérie, parce que j'étais le 2e enfant. Voilà. Alors vous avez 3 ans lorsque votre père réalise son rêve en entrant à EDF. Très vite, il se fait muter à Paris et là, vous quittez Nice. Enfin, à ce moment-là, ça a été un vrai déracinement pour moi. Ah oui. Ouais. Alors votre père fera toute sa carrière à EDF et votre mère s'orientera vers des boutiques de fringues un peu hippie, des brocantes. Oui, j'ai eu parfois un peu la honte au lycée parce que il y a eu toute l'époque Krishna. Ouais. Et alors nous, on arrivait avec les doudounes, les premières doudounes, mais qui n'étaient pas, enfin qui étaient vraiment brutes, quoi. C'est-à-dire qui sentaient très fort le bouc, avec les nattes et tout ça. Et voilà, on montrait un peu ce qui se vendait dans la boutique. C'était quand même très peace and love. Alors vos parents étaient cool. Vous dites on était copains copines, une éducation très libre, mais moyennement une éducation, dites-vous. Oui.
En fait, mes parents, ils n'ont pas vraiment été éduqués, je dirais. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup souffert de la guerre, en fait, dans le nord de la France. Ça a été la maison occupée par les Allemands, le père en déportation, etc. Donc, et le père de ma mère qui est mort en 40. Donc, ensuite, quand ils se sont connus à Nice, ils étaient quand même dans deux familles assez traumatisées. Ouais. Ils se sont connus tous les deux et en se disant, on va faire notre vie. Ils ont coupé avec la famille et ils avaient 20 ans. Quoi. Et ils ont eu des enfants à 21, 22 ans, avec les deux enfants étudiants. Et en fait, eux-mêmes n'ayant pas été vraiment structurés et éduqués, ils nous ont laissés, ils ont vraiment pour eux... 68, ça a été la découverte totale et vraiment... Et donc, c'était, on n'empêchera jamais rien à nos enfants. Ouais. Du coup, ne pas avoir de limite, ne pas avoir de nom, ça ne construit pas non plus totalement. C'est vrai. On sait qu'on en est un peu revenu. Au lycée, vous êtes une élève très douée. Oui. Vous avez votre bac à 16 ans, grec ancien. Oui, j'ai fait 11 ans de grec ancien. Et en fait, j'ai adoré le grec ancien, la philosophie platonicienne, tout ça. Puis voilà, et donc j'ai passé mon bac avec, à 16 ans. Voilà. À 17 ans, vous faites Hippocagne à Louis le Grand et vous obtenez une maîtrise de lettres à la Sorbonne. Vous faites un mémoire sur les expressions stylistiques du moi dans l'œuvre de Benjamin Constant. Incroyable. Oui, j'avais un directeur de maîtrise qui m'a dit, tenez, lisez Benjamin Constant et dites-moi ce qui vous apparaît. Et il y a un vrai travail chez lui de savoir si effectivement il masque qui est la personne réelle ou pas, qu'est-ce que ça veut dire, qui s'exprime derrière le jeu, etc. J'ai vu ça avec mon son très bien. Alors à l'époque, vous êtes ami avec Olivier Nora, oui, qui dirige les éditions Grasset maintenant, Denis Oliven, qui dirige le groupe Lagardère. Tous les deux sont à Normal Sup, alors vous êtes très impressionné évidemment. En fait, j'allais à la bibliothèque à la Sorbonne ou à Sainte-Geneviève. Et à Sainte-Geneviève, on voyait des gens d'ailleurs qui venaient aussi de Normal Sup. Et puis Olivier, lui, il venait faire un cours à la Sorbonne après mon cours sur le roman de la Rose, donc je le croisais à chaque fois. Alors j'étais quand même beaucoup dans l'amour courtois, etc. Donc on s'est connus comme ça, et après, je les ai fréquentés, c'était toute une bande, ils vivaient ensemble à Saint-Cloud, dans une maison. À Saint-Cloud, alors il y avait le frère de Denis Oliven, François Oliven, et sa compagne, Christine Scott-Thomas. Ben oui, oui, Christine avait 17 ans. Et moi, j'adorais aller chez eux comme ça. Et surtout, j'étais hyper complexée à l'époque de ne pas être un Normal Sup, pas être agrégé, parce que quand on est là-dedans, on est quand même... Mais il y avait vraiment, ça ne se sentait pas du tout. Et j'étais plutôt... ça les amusait presque, parce que j'étais un peu décalée. Je faisais aussi d'autres choses, quoi. Alors à 18 ans, pour pouvoir habiter seule et payer vos études, vous devenez serveuse dans un salon de thé au Marais, et un jour un client, un photographe, vous emmène à l'agence de mannequins Élite. Oui, c'était un des premiers salons de thé dans le Marais, d'Athénois ça s'appelait. Et donc il y avait des gens qui venaient là, qui étaient un peu de New York d'ailleurs, enfin c'était un peu... Et on m'a proposé, je dis non, mais je suis petite, enfin je vois pas très bien. Si, pour ce qu'on appelle des photos de beauté. On vous appelez la petite après dans la profession. Oui, tout à fait, la petite. Et voilà, j'étais un peu l'exception qui faisait la règle. Je faisais des photos principalement de visages, de bijoux, de choses comme ça, quoi. Et à partir de là, vous allez mener une vraie double vie, donc mannequin qui réussit très bien chez Élite, les voyages, les boîtes, la night, et étudiante à la Sorbonne. Oui. Parfaitement schizophrène. Totalement. Ouais. Surtout quand j'ai fait les photos d'ennui. Parce que, donc, on me propose de partir avec Francis Jacobetti, qui est quand même un excellent photographe. Vous aviez dit oui à Francis Jacobetti parce que vous aviez eu un chagrin d'amour. Oui, c'est-à-dire que mon copain de l'époque, le premier, par contre, effectivement, était sorti avec des mannequins. Donc, voilà. Donc, je me dis, allez, voilà, ce sera le truc. Donc, je dis oui à ce truc. Et je me retrouve à Bali. Et là, on fait les photos, puis je rentre, je reprends mes études. Et un jour, j'arrive au boulevard Saint-Michel, je vois sur le kiosque, je me vois en couverture. Tout. Je vais rue de l'école de médecine, il y avait un Chinois qui vendait, je dis, je prends lui, comme ça, à peine en articulant, je laisse 10 francs, et je prends le magazine et je cours à mon séminaire du professeur Larthomas. C'était l'image et la métaphore. Il faut le faire juste au moment où je me retrouve à la main, lui. Et vous êtes nu en couverture, c'est quand même génial. Donc je vais à mon cours et à l'entrecours, je vais dans les toilettes, des vieux toilettes de la Sorbonne, je ferme, et là, me voilà à feuilleter le magazine de lui, et je tourne une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 11 pages, et le poster. Et là, j'ai éclaté de rire, j'étais là, et je trouvais ça drôle. Et voilà, et je pense que cette image-là, elle est représentative aussi de cette espèce de... Oui, de naïveté ou de... C'est incroyable, parce qu'à l'époque, vous passiez vos nuits au bain-douche et vos journées à la bibliothèque Sainte-Geneviève, quoi.
Bah oui, c'était le contraste. Et je passais la nuit au bain-douche souvent avec un bouquin à la main. Ouais. Parce que comme je prenais pas de drogue, j'ai jamais bu d'alcool, je m'ennuyais un peu au bout d'un moment. Et j'attendais Jonathan qui, lui, s'occupait de la boîte. Donc j'attendais, je bouquinais. Moi, j'étais un peu décalée. Alors en 1984, vous faites un casting pour une pub de Diane Curis et vous rencontrez un chanteur qui cherche des choristes pour son premier Champs-Élysées, c'est Patrick Bruel. Oui. Il vous propose d'être l'une des danseuses de la chanson Marre de cette nana-là, chez Drucker, qui fait la semaine suivante, quoi. Recoup de bol. Alors, c'est d'autant plus un coup de bol que, en fait, Patrick, il avait déjà ses 3 danseuses choristes qui avaient fait les chœurs sur le... Et puis, une était malade, et il y avait cette émission. Et il était chez Diane Curis, il dit, il faut que je trouve une fille pour remplacer, etc. Il dit, regarde, là, il y a des cassettes, j'ai fait un casting, il regarde ça, il me voit, il sait qui, elle s'appelle un tel. Bon, personne ne me connaissait forcément, il cherche partout pour me retrouver. Ma sœur m'appelle un jour, me dit, j'ai un copain qui s'appelle Patrick Bruel, qui veut te voir, on va au Pastel, le restaurant à l'époque, là. Il arrive, et en fait, ça s'est passé comme ça. Je vois ce type arriver qui vraiment remplit l'espace quand il arrive quelque part. Il dit, bonjour, je m'appelle Patrick, je fais une émission, etc. Je vous ai vu, ça vous dirait? Je l'ai regardé, je dis oui, mais pour dire oui, quoi. Parce que j'avais un autre chagrin d'amour à l'époque, vraiment du rail. Ouais. Je m'étais mariée à 20 ans, en fait. Et le type, il est parti 3 jours après. Et donc, j'ai été un espèce de truc, donc, voir ça avant mourir, quoi. C'était vraiment oui. Et donc, ce oui-là a fait que j'ai remplacé cette fille. Donc, c'est pas moi qui chante sur les disques. J'imite à répéter dans le salon et je passe à Champs-Élysées. Voilà, Champs-Élysées, c'est ce qui va faire basculer votre destin parce que, nouveau rebondissement, Michel Blanc, qui vous a vu dans l'émission, vous propose une semaine de tournage dans Marche à l'ombre. Vous enchaînez quelques films. Et un jour, vous partez tourner un film en Italie pendant 6 mois avec La Tuada, avec Anthony Delon. Là aussi, je dirais que je suis partie pour partir en Italie. C'est-à-dire j'avais fait ce film, donc tout à coup on m'appelle de partout, vous voulez être actrice? Ben non, ah bon, vous étiez quoi, mannequin? Oui, enfin pour payer mes études. Ah bon, vous êtes une étudiante, vous êtes une intellectuelle? Non, mais vous êtes danseuse? Non, j'ai pas fait de danse. J'avais pas trop. On me propose en Italie, je dis allez, je m'en vais. Et là, j'habite à Rome, c'était génialissime, je partais le matin à Cinecittà dans la voiture, via Appia Antica, enfin c'était superbe. Fellini qui tournait à côté, voilà. Et donc je fais cette espèce de voyage comme ça, je tourne de films là-bas. Et oui, on a tourné sur le lac de Côme, premier film d'Anthony Delon, donc lui, il était complètement à l'ouest. Donc on était vraiment 2 naïfs comme ça là-dedans. Donc je fais ça, mais presque plus comme un voyage d'initiative personnelle que pour penser à une stratégie de faire tel ou tel film. Donc je dirais qu'encore à ce moment-là, j'ai toujours pas choisi de faire ça. Je le fais parce que tout à coup, ça ouvre une porte sur de l'inconnu. Et c'est là que vous rencontrez un musicien mondialement célèbre, Manu Katché. Ça s'est passé comment? En fait, il a fait un premier clip avec son groupe Préface. Et il voulait demander à différentes actrices, puisqu'à l'époque j'étais donc devenue actrice de la génération, de faire une petite apparition. Donc son producteur m'a appelée. Je suis arrivée sur le plateau. Et puis il me parlait tout ça et je lui ai juste dit on ferait de beaux enfants ensemble. Je ne sais pas d'où c'est sorti, mais c'est sorti comme ça. Vous êtes capable de dire des trucs pareils? Oui. Donc je l'ai choisi, quoi. Et de ce jour-là, on ne s'est pas quittés pendant des années. Ben oui, c'est ça, oui. Vous partez 6 mois en tournée avec lui, avec Peter Gabriel, ce qui n'est pas rien. Vous dites, j'avais du fric, j'ai décidé de réussir ma vie affective, être femme et mère. Voilà. Et vous aurez 2 enfants ensemble. Et puis l'histoire s'arrête parce que ça ne correspondait plus à vos attentes. C'est-à-dire vous êtes quand même assez éprise d'absolu. Et quand ça commence à être moins bien, vous préférez partir. Ben, c'est-à-dire que par amour, je suis partie. C'est-à-dire que je me rendais compte que... En fait, ce que je trouve de beau dans un couple, c'est d'aider l'autre quand même à aller dans des zones qu'il ne peut pas atteindre tout seul. Et c'est vrai que Manu, il a un très très grand potentiel de création. Et je n'avais pas envie d'être une espèce de garde-fou, la femme à la maison avec les enfants, etc. Donc je l'ai suivi jusqu'au Canada et après je lui ai dit... Et donc c'était de se dire, je pense que la vie que tu as menée, en tout cas le rôle que j'ai envie d'avoir, c'est pas celui-là. Et j'ai dit donc, j'ai mis un... j'ai dit ça peut plus aller. Vous êtes rentrée, vous quittez Montréal, vous étiez installée. Bah oui, parce que moi j'avais envie de le suivre partout dans le monde, avec les enfants dans les bras, pieds nus, etc. Et lui, c'est un solitaire quand même. Vous arrivez à Paris, évidemment tout le monde vous a oublié. Et là, c'est une suite de rebondissements incroyables votre vie. Vous rebondissez à la télé en devenant pour France 2 la commissaire Marie Saint-Georges, dans le quai numéro 1. Énorme succès populaire. Ouais. Et je dis oui, là aussi, pour une rencontre avec Pierre Grimblat, le producteur, mais aussi avec Daniel Thierry, qui est la personne, la vraie commissaire qui a donné l'idée de cette histoire. Et on commence à tourner, et là aussi, énorme succès. Énorme succès. À l'époque, ça fait un carton. Alors, quelles ont été les réactions de votre entourage à ce moment-là, devant cette célébrité?
Bien, très bien. Maman, elle a toujours adoré me voir à la télé, Oui. parce qu'elle a l'impression que du coup, je suis proche d'elle, qu'elle me voit, Oui. elle parle de moi avec les gens, voilà. Oui. Et puis, mais sinon, les gens qui me connaissent bien, ils m'ont souvent dit, mais oui, mais quand même, est-ce que tu as vraiment envie d'être actrice? Parce que c'est vrai que finalement, tout s'est fait toujours comme ça, par des envies de tout à coup fusionner avec des possibles, avec, et c'est très instinctif, et avec des décors. Je me rends compte maintenant que c'est beaucoup ça. J'avais envie d'aller en Italie, j'avais envie là de tourner dans des gares, de se lever à 5h du mat, on va dans des gares de triage, on monte dans des trucs, on conduit des locomotives. En fait, c'est plutôt ce que ça me fait vivre dans l'immédiat, au moment où je le vis, et le relationnel avec les gens, que l'image et l'effet que ça produit. Et avec les médias, ça s'est passé comment? Très bien. Il y avait eu énormément de médias au moment de Marche à Londres, tout ça. Et puis après, comme j'ai toujours... disons, à partir du moment où j'ai eu les enfants, les médias, ils voulaient faire des photos avec les enfants, tout ça, je ne voulais pas forcément. Donc il y a des médias qui ne veulent plus et tout. Et là, pour Quai numéro 1, bon, c'était... c'est un autre style de média, quoi. Quand on fait de la télé, c'est pas les mêmes médias. C'est et la presse effectivement, télé, ouais. moi, j'avais pas envie, j'ai jamais aimé le côté sacralisé. Et ce que j'aimais bien dans la télé, c'est que j'arrivais chez les gens et j'avais l'impression d'être dans quelque chose de beaucoup plus réaliste, quoi. Hein. Vous avez gagné de l'argent? Oui. Oui. Ah oui, avec la série, c'était bien. Ça m'a, puis surtout de pouvoir signer un contrat de 12 films. Ça m'a assuré de pouvoir garder les filles. Mais j'aurais pu re-signer après, et j'ai décidé de ne pas re-signer après, où là, j'aurais pu demander ce que je voulais. Ah bah oui. Et non, j'avais envie de refaire du théâtre. Ah oui, donc, et l'amour, alors? Cette célébrité vous a apporté des rencontres amoureuses? Ah non. Non, la célébrité, ça apporte pas de rencontre amoureuse. Non. Ah non, sur les plateaux, déjà, une espèce de truc, c'est qu'on n'approche pas l'actrice, parce que ça peut toujours faire un peu des problèmes. Alors, si on est technicien, il ne faut pas, parce que si ça, si on est producteur, machin. En plus, j'ai vécu une grande histoire d'amour avec Arnaud Célignac, qui était metteur en scène, avec qui j'ai tourné pas mal de films. Et du coup, je me disais, je vais tourner avec lui, parce qu'autant tourner avec l'homme avec qui on est. Alors, les gens ne vous parlent pas trop, parce que vous connaissez le metteur en scène. Il y a une espèce de truc, on dirait que c'est pas possible que ça aille vraiment ensemble. Et je trouve, non, la célébrité isole énormément. Isole beaucoup parce qu'en fait, l'amour, je trouve que ce qu'il y a de beau dans la relation amoureuse, c'est vraiment ce qu'il y a d'intime, c'est d'être dans la partie la plus intime de soi. Et donc, si la personne vient vers vous pour la partie la plus externe, la plus extime, c'est souvent des mauvaises raisons et ça ne dure pas trop. Quel sorbonnard. Alors, quel a été le meilleur moment de toute cette époque-là? C'était quoi? J'ai adoré suivre Manu avec Peter Gabriel, ça a été extraordinaire, le tribut de Mandela, tout ce tour du monde-là. Après la naissance des filles, mais on s'est énormément amusé avec mes filles. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai choisi les films que je faisais et tout ça pour pouvoir vivre des moments sympas avec mes filles. Donc je suis allée au Venezuela, tourner dans une pirogue, enfin j'ai fait plein de trucs, beaucoup de voyages et tout ça. Et le grand luxe, c'était de pouvoir avoir mes filles avec moi. Ça, c'est les meilleurs moments. Donc ça, c'est vraiment les meilleurs moments. C'est en fait de fabriquer mon roman à moi de vie. Et le pire moment? Bon, j'ai une vraie fracture de ma vie quand mon père est mort. Et ça compte quand même si c'est pas quelque chose de l'ordre professionnel, mais on peut pas faire... Voilà, donc ça a été... Il y a eu un vrai avant et après. Alors là, vous faites tout un tas de feuilletons avec Arnaud Célignac, Fleur de sel, Voleur de cœur, L'été des hannetons. Le problème dans ce métier, c'est que soit on tourne pas du tout, soit énormément. Et donc là, je tournais tellement qu'un jour, je me suis dit, bon, je tourne pour payer une babysitter qui garde mes filles. Un truc qui ne colle pas, quoi. Vous allez chercher les enfants à l'école, on dit, elles doivent être contentes, les petites, parce qu'elles ne vous voient pas souvent, donc cette espèce de trucs comme ça. On vous déréalise complètement. Et il n'y a plus de contact avec... on n'a plus de vie sociale, finalement. Et c'est ça qui me faisait souffrir, en fait. Alors ensuite, vous ferez du théâtre, de la politique. Enfin, c'est une vie incroyable. Oui, parce que je me suis dit, il faut que je revienne au texte. Et j'ai fait les monologues du vagin, qui était vraiment un texte, puisque c'était un texte au départ vraiment d'une journaliste qui avait interviewé des gens, etc. Donc moi, c'était la version d'1h30 seule en scène. Je fais ça, et là, je me rends compte qu'en étant sur scène, là, je commence à porter la parole d'autres femmes, et non pas à être Sophie Duez qu'on regarde. Ça ne m'intéresse pas qu'on me regarde moi. Donc je fais ça. Et là-dessus, après, j'étais à l'atelier de Jospin, j'ai rencontré Delanoë, tout ça, et tout à coup, on s'intéressait à ce que j'avais à dire. Alors vous retournez à Nice, mais cette fois comme femme politique. Donc je pars 40 ans avec mes filles sous le bras, je me dis, je vais à Nice,
quand même, c'était pas... Je sais pas si on m'avait proposé une ville, si j'aurais fait. Je m'installe là, et là, je suis au cœur d'un théâtre, et pendant 5 ans, j'ai été là au théâtre. Et de là, je donne des cours dans les collèges, il y a des débats, etc. C'est-à-dire que c'est l'actrice, vraiment, on est salarié, on est payé par mois, et voilà, ça n'a plus rien à voir. Il n'y a personne qui vient aux premières de ci et ça. Donc, le matin, quand je partais, j'habite dans le Vieux-Nice, dans la vieille ville, je dis bonjour au boulanger, etc. Tu fais quoi là-bas? Là, c'est Tchekhov. Ah oui, c'est bien Tchekhov. Je dis ouais, c'est sympa Tchekhov. On viendra te voir et tout. Et je vais jouer mon Tchekhov comme eux, ils vont faire leur part. Et j'aime ce côté ouvrier de l'artiste qui fait partie d'une ville. L'Ouest du théâtre. Ouais. Et voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes nostalgique de l'époque, de Marche à l'ombre, de Quai numéro 1, etc. Non. Pas du tout. Non, je ne suis pas nostalgique. Mais en fait, j'ai pas du tout une vision du temps linéaire et avec, il y a une chose, c'est passé et on avance comme ça vers un but. J'ai vraiment une vision, alors certainement mon côté circulaire que chez les Grecs, etc., que c'est quelque chose constamment. Donc j'ai l'intime perception que ce que j'ai vécu existe encore dans un autre cercle. Et je m'y transporte excessivement facilement parce qu'en fait, je vis énormément par l'imaginaire. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je prendrais beaucoup de choses moins au sérieux. Ah oui. J'essaierais d'être quand même un peu plus légère. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Attention, ça passe vite. Ouais. Oui. Ça va, hein. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Sophie, vraiment. J'accueille Jean-Pierre Madère. Elle est venue sans bagage, comme échouée de naufrage, dans les cales d'un cargo, elle a quitté son île pour un monde nouveau, loin de bidonville. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs pour des marins largués qui cherchent la bagarre. Oh Macumba. Tout le monde en a parlé à retrouver Jean-Pierre Madère à Toulouse, une ville qu'il connaît bien puisqu'il y a grandi. Ça s'appelle le lycée Saint-Sardin. Non, mais c'était super, j'avais passé mon bac là. J'étais en fait chez les Jésuites à Saint-Joseph. Et là, je sais pas, on passait le bac là, et la vie a fait que j'ai déménagé, je vis dans ce quartier là, où je repasse mon bac tous les jours. Et salut Jean-Noël. Tu vas bien? T'es bien roulé? Oui, bien. On va se faire un petit café? Donc sur le Youk aussi, tu verras, il y a un truc à faire sympa là. D'accord. Ouais, un petit truc en do mineur 7. Ouais. Joli comme ça, tu vois. D'accord, ok. Do mineur 7, sol mineur 7. Sol mineur, ah tu as changé le sol, d'accord, ok. Que ça soit plus hispanisant en fait. D'accord. Tiens, je t'en prie. Le café de JP. Bon, on joue tous les deux en acoustique et on doit faire une 20aine de dates. On fait beaucoup de kilomètres ensemble, mais c'est vrai qu'on est fan de groupes comme bon, les Pink Floyd, etc. Et là, on fait que parler de musique, c'est carrément la colonie de vacances. C'est quoi ça, mineur 7? Il est mineur dans le fond. 1, 2, 3, 4. Répétition improvisée entre amis, et il faut dire qu'avec son ukulélé, Jean-Pierre est un peu loin des influences des Pink Floyd. Ça, c'est ça qui est bien, c'est la dimension humaine de cette ville, évidemment. Bon, à Paris, je pense que c'est pareil, dans des quartiers bien précis, quand on connaît les gens, mais c'est vrai que Toulouse, moi, ça me plaît beaucoup, parce que c'est quand même la dimension humaine, on peut faire le tour de la ville en 3 quarts d'heure à pied, on se recroirait dans 2-3 jolis quartiers de New York, voilà. Suite de la journée, direction une école audiovisuelle où il intervient. Et pour parler de musique, Jean-Pierre Madère en revient toujours aux années 80. Est-ce qu'ils sont, tu vois, pour peut-être les intéresser un peu plus, bon, la production évidemment, la SACEM, pourquoi, comment les concerts, le marché du disque, le sampling, ils en utilisent des samples? C'est pas génial? C'est parfait. Mais moi je vais être debout, quoi. Ça vous dérange pas, Bonjour tout le monde. Donc voilà, moi je vais vous parler de ce que je connais. La plus grosse vente des années 80, c'est quoi d'après vous? C'est la danse des canards. Donc vous voyez, on arrive de loin quand même, qui a fait 4 millions de 45 tours. Vous voyez, aujourd'hui, 4 millions, je crois que c'est le marché français presque. Voilà, l'époque a changé, je crois qu'il faut savoir
se dire que voilà, le meilleur reste à venir. C'est-à-dire personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Et quelque part, ça peut mettre des gens de l'ancien modèle comme moi dans quelque chose d'assez jubilatoire, en fait. Voilà. Et les années 80, il va justement les revivre ce soir, le temps d'un concert qu'il donne au Zénith de Toulouse. Bam! Ah ouais, carrément. Mais qui c'est ce mec? Who's that man? Et regarde à l'intérieur. Ah, pas mal. Et boum, page 3, paf. Et elles sont bien les photos, dis-moi. C'est le local. Comme nous l'avons fait, sera De plus en plus difficile à réaliser. Ben oui, c'est sûr. Hein. C'est pas évident. Hein. Non, ça, c'est bien, ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Voilà, venez voir cette salle. Allez. C'est toujours un plaisir quand on est musicien d'avoir la qualité du son, la puissance de l'électricité, avec l'électricité des gens, quand ça se combine les deux avec le son qui est génial, c'est un truc, une alchimie. Je crois que celui qui invente la drogue, vraiment de mettre tu vois, dans un flacon ce qu'on ressent sur scène et ce que ressentent les gens à ce moment-là, je crois que ça va être une drogue très 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 dure, franchement. L'occasion aussi de retrouver ses fans de la première heure. Et maintenant, la lumière se rallume sur Jean-Pierre Madère. Jean-Pierre, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Merci. Alors, vous êtes né le 21 juin 1955 à Toulouse, dans le quartier Saint-Michel, où vous avez grandi. Votre père, Henri, navigue, dites-vous, avec classe et prestance dans le secteur de l'hôtellerie. C'était quelqu'un d'attachant parce que bon, c'est quelqu'un qui m'a eu très tard, il m'a eu à plus de 52 ans. Et c'était quelqu'un qui savait ni lire ni écrire. C'était quelqu'un qui avait été orphelin, qui avait été à l'assistance publique. Et il m'a toujours fasciné parce qu'il a su se mouvoir avec les manières du grand monde, comme ça, par mimétisme. Et toute ma vie, j'ai vu quelqu'un qui joue un rôle social, mais qui s'en est toujours bien sorti, avec une grande classe. Veuillez écrire ce papier, madame, j'ai pas mes lunettes. Des choses comme ça. Et c'est vrai que quand on est gamin, évidemment, ce père comme ça un peu particulier, ça prend toute une ampleur incroyable par rapport à ses copains où les papas sont docteurs, etc. Tout d'un coup, voilà. Alors, votre mère, Simone, était infirmière psychiatrique, femme au grand cœur, très préoccupée des autres. Oui, parce qu'elle soignait les premiers drogués à l'époque. Ça a été mon premier rapport que j'avais à la drogue dans les années 60, puisque les gens qui revenaient d'Inde, etc., avec des drogues assez dures, on les mettait en hôpital psychiatrique. Ça a guéri. Ça guérit un peu, et surtout, elle avait cette phrase incroyable, parce qu'elle était très chrétienne. Surtout, s'il y a des drogues à prendre, c'est seul que le Seigneur a mis sur la terre. Oh là là, et pas les chimiques. Alors, vos parents vous envoient chez les jésuites à Saint-Joseph, mais votre mère, qui est une femme assez visionnaire, entrevoit dès les années 70 l'importance que va prendre l'informatique, et comme vous êtes doué en maths, elle vous pousse vers un DUT d'informatique que vous obtiendrez. Oui, pour elle, en fin de compte, aidée par des copines, évidemment, parce qu'à cette époque, je suis partagé, je pars les week-ends jouer dans un petit orchestre, et je parcours comme ça, moi qui connaissais rien de la vie, dans un bus, je goûte à ce qu'est la vie avec les filles, avec les premiers pétards, etc. Et je rentre bien sagement le lundi, où je suis fracassé, et le mardi, je peux enfin aller à la fac. Et comme ça, j'arrive tant bien que mal à avoir ce diplôme pour lui faire plaisir. Ah oui, vous êtes un bassiste acharné à l'époque, vous passez vos journées à travailler votre instrument sur les morceaux de vos idoles, les Beatles, Pink Floyd. Surtout les Beatles. King Crimson aussi. Oui, King Crimson, avec Robert Fripp, toute cette période, Paul McCartney, qui reste toujours ce bassiste, comme ça, se baladant dans les rues de Londres. On a envie, quand on joue de la basse, tous de ressembler à Paul. Et j'ai acheté une Hofner, j'avais fait des petits travaux, j'ai fait balayeur à un moment donné, j'ai ramassé des fruits, et j'ai pu m'acheter cette fameuse basse violon Hofner que j'ai toujours, qui doit valoir une fortune aujourd'hui. Alors rapidement, vous devenez bassiste et chanteur dans un certain nombre de groupes. Il y a Tangara qui fait des reprises de Santana et Led Zepp. C'est ça. Ça, c'était bien parce que c'était les années lycée, on jouait évidemment pour les copines, tout ça. Et voilà, c'était génial, quoi. Les Gaulois, orchestre de bal du Sud-Ouest, où vous remplacez Francis Cabrel. Voilà, alors là j'apprends vraiment tout d'un coup à jouer des passos nobles, des tangos, des choses difficiles pour moi. Parce que je croyais, en connaissant 2 riffs de Led Zeppelin, je croyais que je connaissais toute de la musique. Et je m'aperçois que malheureusement, la route va être beaucoup plus longue. Et dans cet orchestre, j'apprends, oui, c'est ça, à jouer à la sonnerie au Monument aux Morts, à jouer un peu de clavier pendant la messe, parce que les orchestres jouaient la messe le dimanche. Alors bon, et
Et apprendre aussi à rentrer à 5 h du matin à la maison, complètement décalqué. On fait tous les styles. Il y a Il plus 2. Alors là, c'est plutôt Divo. Hein, ça, voilà, c'est Divo. Moi, j'étais fan de Divo. Et tout d'un coup, avec un copain qui s'appelait Jean-Charles, on achète une petite boîte à rythme. Et je commence déjà à envisager que peut-être je peux faire une musique un peu plus personnelle à ce moment-là. Vous avez une vingtaine d'années lorsque votre maman meurt. J'étais sorti un soir, je rentre à 3-4 h du matin, parce qu'on vivait ensemble, je n'avais pas de gros moyens financiers, c'était avant que le succès soit là. Et quand je la réveille le matin, il est 11h30, je dis « Maman, réveille-toi » et malheureusement, elle ne sera plus là. Une crise d'asthme fait que pendant la nuit, elle s'étouffe, le cœur ne tient pas. Mon père, qui était quelqu'un qui fuyait un peu la réalité, qui était toujours dans un monde un peu imaginaire, de billard français, de course hippique, de rock-épine, de choses comme ça un peu particulières, me dit « Écoute, débrouille-toi, c'est plus fort que moi, essaye de... » Voilà, donc je fais tous les préparatifs de l'enterrement, je vais vite chercher l'argent à la banque, elle m'a fait des procurations, etc. Et à partir de l'âge de 20 ans, je suis un peu tout seul, avec ma basse et avec les rêves d'un jeune garçon de 20 ans. Alors évidemment, c'est une période de grande tristesse, mais sa disparition va aussi vous affranchir des obligations de choisir un métier qui la rassure. C'est affreux de dire ça, mais je crois que la disparition de quelqu'un d'aussi important comme ça, ça vous donne à la fois une grande tristesse, à la fois un grand élan pour rebondir. Je crois qu'on apprend plus de choses avec ces choses-là qu'avec tout le reste, quoi. Alors c'est là que vous rencontrez Richard Seff, qui finit de vous convaincre. Vous écrivez vos propres morceaux. Et vous allez aligner les tubes. Hein. Il y a Disparu, il y a Macumba, il y a Un pied devant l'autre, il y a Jalousie. Vous avez un vrai don de mélodiste, quoi. Richard a été très important et je me suis aperçu que le succès est indivisible, quelque part. Je crois que ce parcours très particulier, je l'ai fait avec Richard, parce que c'était quelqu'un qui avait évidemment beaucoup plus d'expérience que moi de ce métier. Il m'a beaucoup appris un peu les aboutissants, parce qu'il avait fait des chansons pour Mike Brand, pour Claude François, pour Gérard Lenormand. Fameux studio à Toulouse. Voilà, le fameux studio à Toulouse. Donc tout d'un coup, je fais mes premières séances à Condorcet. Je commence à appartenir à ce monde, un peu du swinging Toulouse, on va dire. Et j'apprends beaucoup de choses très, très, très vite. Et lors de séances, il me dit, mais pourquoi tu fais pas ta propre musique? Tu as une attitude. C'est vrai que j'étais très années 80 sans le savoir, quelque part. Et il m'encourage à faire mes premiers morceaux. Et un jour, je lui présente une espèce de maquette qui va être Disparu. On n'avait pas le texte. Et c'est en allant voir tous les deux le film de Costa Gravas, Porté Disparu, en sortant du cinéma, je vois, il s'approche de mon oreille, il me fait Disparu. Ah, génial. Parce qu'on était sur Filles perdues, je sais pas quoi. Bon. Et là, il trouve le truc, et du coup, je repense mes sons de synthétiseur. J'en fais une espèce de bandoneon, la Ford Falcon de Pinochet, etc. Et là, je construis un vrai univers grâce à un déclic que lui amène quelque part. 4 millions d'exemplaires vendus, quand même, c'est énorme, hein. Oui, c'était des années fastes où, évidemment, tout le monde me disait que j'étais génial, donc j'ai eu tendance un peu trop à le croire. On s'endort un peu. C'est une période où, évidemment, j'avais envie, tout d'un coup, j'achetais une très belle maison, etc. C'est un peu normal. Faire du bien autour de moi, des copains, etc. Mener une grande vie. Connaître aussi des choses. Voilà, je sortais beaucoup à Paris, au Palace. C'était l'époque, là, j'étais à côté, Cité Bergère. C'était génial, quoi. Non, ça a été une période. J'étais très copain avec les Indochines, toute la bande. Là, c'était vraiment super, quoi. Alors, 300 concerts, l'Olympia complet 3 soirs en 87, et Macumba, 30 versions à l'étranger, quand même. C'est un succès mondial. C'est Henri Bellolo, qui suite à une émission de Le Papa des Village People. Bien entendu. Qui avec Morali. Avec Morali, que j'adore, parce que c'est un compositeur extraordinaire, qui tout d'un coup entend cette chanson à la radio, et persuadé que cette chanson peut internationalement jouer un rôle. Alors, bon, il fait la demande d'être un sous-éditeur mondial, et grâce à lui, j'ai une quarantaine de versions, dont certaines qui ont fait numéro 1, en Espagne, au Portugal, au Japon. Alors après, bon, il y a des pays qui ne payent pas beaucoup la SACEM, c'est pas quelque chose qui a été des grosses rentrées d'argent. Mais en tout cas, j'ai à la maison une quarantaine de versions. C'est récompensant. Et lors de mes repas, je peux, comme ça, le côté snob, me mettre à la version mexicaine. Ça fait toujours bien, quoi. Alors vous dites, j'étais en parfaite harmonie avec cette époque où le succès a été aussi énorme que soudain. Je crois que le succès populaire, c'est quelque chose qui vous dépasse. Je crois qu'on l'a quand on ne s'y entend pas, quand on ne le cherche pas, surtout. Moi, je voulais juste vivre de la musique, et tout d'un coup, c'est allé au-delà de mes espérances, vraiment. Alors, quelles ont été les réactions de votre entourage devant ce succès? Alors, ça a été mitigé. J'ai perdu beaucoup de copains. Pourtant, j'ai fait des efforts. J'ai fait attention de ne pas trop étaler, évidemment, l'argent que je gagnais, etc. Il y en a qu'on perd en cours de route. Les vrais restent, je crois. Et votre père? C'est quelque chose qu'il a vécu très moyennement. D'ailleurs, on s'est fâché à cette époque.
Les gens lui parlaient que de moi, j'ai l'impression à Toulouse. Ah, vous êtes le papa de Jean-Pierre. Il perdait un peu son rôle. Il a perdu un peu son rôle. Bon, déjà que ça a été un père, pas absent, je dirais pas ça, mais quelqu'un voilà, qui faisait les saisons. Donc je le voyais, il partait 6 mois, il rentrait. Bon, c'est quelqu'un qui est marié à 52 ans, c'était quelqu'un d'assez mystérieux. Est-ce qu'il n'y a pas eu une vie avant ma mère? Je le saurais jamais. S'il faut, j'ai des demi-frères, j'en sais rien. Alors, vos rapports avec les médias, ça s'est plutôt bien passé, non? Oui, parce que j'avais ce côté, donc Toulouse, alors c'est un côté toujours paternaliste quand on arrive et qu'on s'en joue, évidemment, ce que j'ai su faire, c'est Nougaro qui m'avait filé le plan. Et en fait, c'est vrai que les gens, Toulouse, c'est une ville suffisamment moderne pour pas être out. Et c'est vrai que les gens, avec les médias, ça s'est toujours très bien passé, parce que ce côté un peu détaché du métier, où on vous voit pas souvent, ça a quand même les avantages de la fraîcheur, quand on voit tout d'un coup, voilà. Alors, sur le plan financier, vous dites, la SACEM m'a offert une stabilité financière. Ben oui, c'est vrai. J'ai jamais eu de problème pour payer mes factures au jour le jour. Je crois que j'ai jamais été à découvert de ma vie à la banque depuis 84. Donc il faut faire attention. J'ai pas eu de quoi me rouler par terre des fois. Mais je sais que j'ai toujours eu, grâce à ce SACEM, la possibilité de pouvoir vivre de ma passion. Et l'amour, alors? Alors l'amour, ben, il a frappé plusieurs fois à la porte, parce que les filles sont trop jolies à Toulouse, c'est pas possible. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, où dans les années 80, ça s'est un peu stabilisé, où je passais moins en radio, tout d'un coup, après un premier divorce, je rencontre une jeune fille. Nathalie. On a 13 ans de différence. C'est une histoire, au début, bah, évidemment, on se dit les affaires reprennent. Elle est super jolie, elle fait des études de droit. Tout d'un coup, je redeviens étudiant, mange la pizza par terre, on part à Ibiza. Tout d'un coup, ça y est, la vie reprend. C'est youpi. Alors, souvent, je le dis, il y en a qui disent l'amour dure 3 ans. Moi, je dis l'amour commence après 3 ans. C'est ce qui s'est passé avec elle. Le meilleur moment de tout ça, vous dites, c'est quand j'ai entendu pour la première fois disparu à la radio, quoi. Ah ouais, c'était incroyable. Je revois le moment, parce que je sais où c'est à côté du Jardin des Plantes, qui est un très beau quartier à Toulouse. J'étais dans une vieille 4L pourrie, avec un copain musicien, je sais plus qui. Et tout d'un coup, on écoute une radio très importante à l'époque, d'été. Et il passe Jeanne Masse, toute première fois, la révélation de l'été. Je me disais, putain, si je pouvais passer là. Et juste après, une autre révélation, Toulousain. Et là, il a disparu. Et je me suis dit, on a ouvert les vitres, on a tout foutu à fond. Et on a chanté. Alors, le pire moment, vous dites des histoires de royalty qui se sont terminées devant les tribunaux. Voilà, il faut aller au prud'homme, il faut prendre un bon avocat, et on gagne. Bon, on gagne. Et le gars qui était très gentil, mon ancien producteur, il m'a dit, ben, tu vois, j'ai essayé, j'ai perdu. Ce métier est incroyable. Oui, c'est incroyable. Alors ensuite, le rap et le courant pré-techno vont démoder les stars des années 80. Et là, contrairement à beaucoup d'autres, plutôt que de vous acharner, vous avez l'intelligence de vous éclipser du devant de la scène. Vous refaites votre vie. Alors, évidemment, Nathalie, vous êtes beaucoup à ce moment-là. Madame reconstruite, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Formidable. Hein. Et vous passez avec bonheur, en fait, de la lumière à l'ombre en devenant producteur. Voilà, là, j'ai de la chance. Une fois de plus, je suis quand même quelqu'un qui est assez protégé. Tout d'un coup, je rencontre le producteur de Hotel Humper. Et Outé a écouté tes chansons, elle adore, etc. Et tout d'un coup, je monte un album avec Hotel Humper, aussi improbable que... Et j'arrive chez Polydor avec Outé, elle fait un grand numéro, et on signe pour un album que je fais avec mon copain Armengo, qui est de Toulouse, et tous les deux associés, on arrive à faire parler d'amour, etc. Et je vais l'enregistrer en Norvège avec le pianiste de Ray Charles, etc. Et donc tout d'un coup, j'arrive avec quelque chose d'assez classieux, là où on ne m'attendait pas. Et à partir de ce moment-là, le téléphone a ressonné pour autre chose. Voilà, alors il y a eu Fugain, Lavilliers, Christophe, enfin ça. Oui, puis Dick Hanegarde, les Fabuleux Troubadours, Serge Reggiani, j'ai fait son dernier album, j'ai adoré, et surtout Philippe Léotard, qui restera mon plus gros souvenir. On a passé 3-4 mois ensemble. Bon, c'est quelqu'un de... c'est un grand brûlé, on va dire, mais c'est quelqu'un d'incroyable. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas tellement nostalgique de l'époque de Macumba. Voilà, je crois qu'il faut savoir surfer sur les vagues, et je pense que même quand on est sur un second marché, il faut savoir en tirer parti. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? J'aurais aimé pouvoir dire au revoir à mes parents. Ça, je crois, se résoudre aux adieux, c'est quelque chose d'important, et je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire, je n'ai pas tout d'un coup su revenir vers mon père pour lui dire au revoir, et je n'ai pas su, malheureusement, j'étais trop allumé à l'époque pour voir que ma mère avait que quelques jours à vivre. Et le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Alors ça, comme je suis un fan des Maxi 45 tours, j'aimerais bien Madère, version longue. Très bien. Merci Jean-Pierre, je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous, vraiment. Merci beaucoup, en tout cas. J'accueille Kenza.
En avril 2001, pour la première fois, la France expérimente la télé-réalité avec Love Story. Pour trouver les 13 perles rares, la société de production Endemol organise un casting à l'échelle nationale. Chacun veut tenter sa chance dans cette adaptation française de Big Brother. Vous tournez comme un animal dans une cage. Oui, on était comme des animaux qui tournouillons en cage de temps en temps. Qui tournouillons Merde, qui tournouillons, merde. Le 12 mai 2001 est une journée d'action à l'échelle nationale. Des associations s'insurgent contre ce premier programme de télé-réalité. Mais votre sortie du loft a été assez difficile, non? Oui, c'est vrai que j'en garde pas de très bons souvenirs. Il y a eu des crachats d'abord. Oui, il y a eu des tomates aussi, il y a eu des œufs. Tout le monde en a parlé à retrouver Kenza Braiga chez elle, en région parisienne. Bonjour, bienvenue chez moi. Alors vous tombez bien, il y a ma maman qui est là, on va prendre un petit café. Je te fais un petit café, maman? Ah oui, je veux bien. Oui. Juste, tu m'as pas trop fort. Ah, je vais te refaire un petit café. Ouais. Voilà, c'est notre rituel avec maman. On se retrouve souvent fin de semaine pour faire le bilan de ma vie, de la sienne. On est très complices. Voilà. C'est pas trop fort? Non. On s'appelle surtout beaucoup. Parfois c'est même un peu trop. Elle m'appelle 3-4 fois par jour. Là on a freiné un peu les... mais c'est vrai qu'on est... oui, fais pas l'innocente. C'est pas vrai. Disons qu'on s'appelle au moins une fois par jour pour se donner des nouvelles. L'amour de sa mère est essentiel pour Kenza. Il lui a permis de tenir dans les moments de galère. Aujourd'hui, ses projets sont repartis et l'inspiration aussi. Bon, alors il est l'heure maintenant pour moi de me mettre à la peinture. Parce que forcément, comme je n'ai pas envie de salir et que je n'ai pas malheureusement encore d'atelier, je crée moi-même mon propre atelier. Alors là, la première couche de ma toile est terminée, donc il faut laisser sécher pour la deuxième étape. Et d'ailleurs, il faut que j'y aille parce que j'ai la radio et l'écriture de mon bouquin qui m'attend. Là, on va à mon bureau. C'est là où je viens travailler et je crois que je dois avoir d'ailleurs le bureau le plus grand de France. Voilà, je vous invite à découvrir. Car pour écrire son livre, Kenza choisit un lieu bien particulier. Je viens régulièrement travailler pour écrire mes livres. En fait, ce que j'aime, c'est venir écrire dans les hôtels ou dans les halls d'hôtels parce que j'y vois beaucoup de choses. Bonjour. Oui, bonjour Sylvie. Ça va et toi? Tu vas bien? Oui. Ouais. Merci. Je n'arrive pas à travailler chez moi. Depuis toujours d'ailleurs, j'ai écrit 5 livres, là j'écris mon 6e et tous mes livres ont été tous pratiquement écrits dans des halls d'hôtel. J'écris souvent sur des thématiques qui m'inspirent et qui me parlent. Des sujets qui la concernent directement. Elle a déjà écrit sur sa mère, forcément, sur les femmes aussi, et même la religion. Le prochain sera sur l'infidélité. Au revoir. Merci. Sa vie d'aujourd'hui, c'est aussi la radio. Animatrice chez France Bleu depuis fin 2009, elle vient enregistrer de nouvelles émissions. Je suis appelée régulièrement à venir ici à Radio France pour rencontrer la direction, faire un point sur mon évolution au sein de Radio France et au sein de France Bleu. Bonsoir à tous, il est 18h13 sur France Bleu. Merci d'être avec nous. J'espère que vous serez les gagnants de la prochaine étape. Oui, l'émission est prête. Je suis exténuée, mais c'est de la bonne fatigue. Je suis toujours très contente de préparer mes émissions et d'être surtout très très vite derrière le micro. Sa journée n'est pas finie. Il est 20h, Kenza file à l'école française d'improvisation théâtrale. Alors voilà le temple de l'improvisation. Comme chaque semaine, elle redevient élève l'espace d'un cours, un véritable défouloir. L'avantage, c'est qu'on se lâche totalement et pendant 3 heures, on n'est plus la personne qu'on a été dans la journée. On est simplement un élève en cours d'impro. C'est à nouveau rempli d'énergie que Kenza prend aujourd'hui son avenir en main. On va continuer. On continue. L'incarnation, c'est parti. Et maintenant,
La lumière se rallume sur Kenza Braiga. Kenza, bienvenue sur le plateau, tout le monde a parlé. Merci Thierry. Alors, vous êtes née à Bagdad, en Irak, le 13 novembre 1976, sous le nom de Manal Braiga. En arabe, Manal, ça veut dire celle qui va au bout de ses objectifs. C'est ça. C'était pas mal trouvé. Et vous êtes devenue Kenza quand vous avez commencé à faire de la radio. Oui, effectivement. Alors, votre mère d'origine algérienne était esthéticienne, père irakien, médecin, chercheur en microbiologie. Alors, vous vivez votre enfance, en fait, sous deux oppressions, celle de Saddam Hussein et celle de votre père. Alors, la dictature laïque de Saddam Hussein, c'est le parti Baas, qui est un parti pan-arabe, socialiste, évidemment école non mixte, levée du drapeau obligatoire tous les matins, chant patriotique, endoctrinement nationaliste, enfin... On avait, oui, un endoctrinement régulier parce qu'il fallait se battre pour la patrie arabe, mais aussi la patrie irakienne. Ouais. Donc tout petit, déjà, on vous apprenait à vous battre pour votre pays, à être totalement fier de vos origines et du pays dans lequel vous viviez. Oui. Ouais. Alors, autre dictature, la dictature religieuse à la maison, c'est que votre père était venu en France pour finir son doctorat de médecine. À l'époque, il était assez ouvert d'esprit. Il était cool même. Ouais, il faisait la fête, il buvait de l'alcool, il écoutait de la musique. C'est ça. Mais après son diplôme, il est rentré en Irak et là, il s'est métamorphosé, quoi. Il est devenu extrêmement violent. Il vous donnait des coups de poing sur la tête quand vous appreniez pas vos leçons. Enfin. Oui, il avait une éducation plutôt masculine à mon égard, mais je pense qu'il m'a élevé comme un garçon et je pense qu'il n'a pas su m'aimer comme une fille. Il était extrêmement dur, il y avait beaucoup de pudeur dans notre famille aussi, il me prenait jamais sur ses genoux. Je garde pas beaucoup de souvenirs de tendresse de la part de mon père. La seule chose qu'il m'a donnée, en tout cas, c'est une bonne éducation et de bons principes. Comme toutes les femmes d'origine orientale à qui on apprend à être poli, à être bien élevée, à bien faire la cuisine, à être une fille bien, quoi. Ouais, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, en revenant en Irak, il est devenu très religieux, prière, ramadan, enfin, etc. Mais vous n'étiez pas obligé de porter le voile, quand même. Hein. Non, il effectuait sa foi de façon libre, mais il n'a jamais pu imposer à ma mère, qui est quand même une femme libre, puisqu'il l'a épousée libre, à porter le voile. Il n'a jamais voulu, en tout cas, nous imposer le voile à la maison. Mais par contre, il nous conseillait de temps en temps d'apprendre le Coran, de faire nos prières. Il disait que c'était bien, qu'on finirait au paradis, que c'était bien pour la religion. Je pense que je vais plutôt finir en enfer. Mais... Alors, votre père donc, était intransigeant, mais c'était rien à côté de votre oncle, qui était le secrétaire particulier d'Oudaï, l'aîné de Saddam Hussein. Alors lui, il vous punissait en écrasant ses cigarettes sur vos bras, quand même. Oui, un soir, j'avais le malheur d'être rentrée un peu trop tard de l'école. Alors, certains sont punis de sortie, et certains sont punis de téléphone. Moi, j'étais punie par des cigarettes qu'on m'écrasait. D'ailleurs, je garde toujours les séquelles sur le devant de mon bras. Mais bon, après, aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. J'en ai beaucoup souffert. Mon oncle a aussi beaucoup souffert sous la dictature. Il a été également manipulé, il a été torturé également. On lui a appris à soutirer des informations de cette façon-là. Donc c'est quelque chose pour lui, c'était quelque chose de naturel. Et voilà, le faire sur la fille de son frère, ça ne choquait personne et ça ne le choquait même pas lui-même. Donc voilà. Alors en février 1991, vous avez 14 ans, vous fuyez l'Irak en pleine guerre du Golfe avec votre mère et vos deux sœurs. Grâce à ma maman Courage, Ça s'est passé comment cette fuite ? Alors, contre l'avis de mon père, puisqu'à l'époque j'étais mineure, et mes deux petites sœurs aussi étaient mineures, un soir de bombardement, on était dans les abris anti-atomiques, dans des situations d'hygiène déplorables, parce que ça faisait quand même déjà une semaine où on était entassés les uns sur les autres. La guerre avait été déclenchée alors qu'on s'y attendait pas. Et on a vécu des moments d'horreur entre les enfants malades, les gens qui faisaient leur excrément dans les abris anti-atomiques, parce qu'on avait peur de sortir. Donc ma mère, voyant ses filles dépérir dans cet abri, elle a décidé, coûte que coûte, avec le courage qu'elle avait à l'époque, d'aller à l'encontre de mon père et de nous prendre sous ses bras et de repartir grâce à un contact qu'elle avait avec l'ambassade d'Algérie, puisqu'elle était algérienne, elle est toujours algérienne, et voilà. Et là, vous êtes partis en voiture ? On est partis en voiture. C'était un peu comme Jamais sans ma fille. C'est Betty Mahmoudi et ses filles, quoi. Voilà. Et avec le courage et la détermination qu'elle avait, c'était une femme libre. Elle voulait simplement rendre ses filles libres. Et donc, contre toute attente, mon père, qui n'était pas d'accord, n'a pas eu le choix. Elle lui a dit, moi, je veux sauver mes filles, je pars, c'est comme ça et c'est pas autrement. Si t'es pas d'accord, c'est comme ça. Vous dites, si j'étais resté à Bagdad, j'aurais été marié de force, j'aurais doublé de volume et je serais devenu une loque. Donc votre mère a bien fait.
Ma mère m'a sauvé la vie. Ouais. Alors vous vous fixez en France, où vous suivez des études scientifiques jusqu'au bac, mais en fait vous voulez faire de la radio. C'est-à-dire le soir dans votre lit, vous écoutez les talk-shows sur les radios libres, passionnée. Et ça vous passionne. Ouais, j'adore ça. Tous les matins, ma mère venait me réveiller parce que j'avais encore le casque dans les oreilles, parce que j'écoutais toute la nuit. À l'époque, il y avait Maurice Radio Libre. J'écoutais Love in Fun avec Max et le Doc. Enfin, j'étais passionnée par ces talks où il y avait une espèce d'interaction et j'avais envie d'être à leur place, tout simplement. Voilà, alors un jour vous allez voir l'animateur de Radio Anguien et vous lui dites, écoutez, prenez-moi, même comme standardiste, je viens chez vous. Et voilà. Je commençais à avoir un peu de culot à l'époque. Voilà, c'est parti comme ça. Et je me suis dit, allons-y. Et en fait, un jour, l'animateur est parti de cette place et j'ai demandé à la direction de le remplacer. Et pour moi, ça a été la révélation. Je me suis dit, c'est exactement ce que je veux faire et c'est mon métier. Et vous devenez Kenza à ce moment-là. Exactement. Et alors, en mars 2001, alors là, c'est énorme, vous êtes choisi pour faire partie de la première émission de télé-réalité en France, Love Story sur M6, événement très important sur le plan sociétal, au-delà de la télévision. Pourquoi ils vous ont recruté ? Je pense que je correspondais à un profil qu'ils recherchaient. Je pense qu'il fallait une rebeu, entre guillemets, voilà, il fallait mettre des quotas. Je pense que je correspondais simplement aux quotas recherchés. Et je pense que j'avais une personnalité qui les intéressait parce que, à l'époque, bon voilà, j'avais 23 ans, j'en ai 35 aujourd'hui. À l'époque, j'étais un peu frivole, je calculais pas mes mots, je manquais de stabilité et de délicatesse. Donc je disais tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Alors là, c'est la gloire, hein. Ça arrive très vite. Si on peut dire ça. Comment a réagi votre mère à ça ? Ma mère a beaucoup souffert du retentissement de l'émission, mais surtout de l'après. Et je pense qu'elle avait tellement peur pour moi qu'elle m'a surprotégée, donc ça a développé en elle des espèces de... comment dire, des réactions un peu involontaires vis-à-vis des gens qui venaient me voir dans la rue, etc. Alors, votre père, vous ne l'aviez pas revu depuis 1997, date de votre fuite d'Irak. Et quand il vous voit dans Paris Match, il vous renie. Il écrit une lettre. Oui, il écrit une lettre à ma mère et il lui dit, écoute, ta fille finira en enfer. Elle a sali le nom de la famille et donc elle m'a traînée dans la boue, je ne la veux plus comme fille. Voilà. Et cette lettre est toujours restée dans un tiroir chez ma mère et elle n'a jamais voulu me la lire. Tellement c'était violent. Ouais, je pense que j'étais pas assez forte pour pouvoir l'accepter à l'époque. Et depuis, plus de nouvelles de votre père ? Si, j'ai quelques nouvelles. Il s'est remarié avec une femme qui correspond exactement à ce qu'il a toujours voulu avoir. Une femme voilée qui passe son temps entre la cuisine et le salon et la cuisine. Il adore. Alors, quelles ont été vos relations avec les médias à l'époque de Love Story ? Disons que la gloire a duré très peu de temps. D'abord parce que le soufflet s'est éteint au bout de 3 mois. Alors les 3 premiers mois, on était des stars adulées. On avait des gardes du corps qui nous suivaient sans arrêt. On nous remarquait d'ailleurs plus parce qu'on avait des gardes du corps, alors qu'on aurait pu aussi marcher tout seul dans la rue, il ne serait rien arrivé. Voilà. On nous emmenait dans les plus gros hôtels, dans les plus beaux hôtels de la capitale. On avait tous les magazines et tous les journaux qui s'intéressaient à notre passé, à notre futur et ce qu'on allait faire de cette espèce de gloire éphémère. Et voilà, ça a transformé ma vie, ça m'a donné, ça a changé ma vie tout simplement. Je n'étais plus la même. Avant et après, j'étais plus la même. Vous avez gagné de l'argent ? Je pense que ceux qui ont gagné de l'argent, c'est plutôt la boîte de prod, oui. On a gagné un peu d'argent, mais de quoi mettre du beurre dans les épinards. Mais on n'avait pas de quoi acheter une maison ou un appartement, ça c'est sûr. Oui. Et l'amour, alors ? Vous avez rencontré l'amour grâce à Love Story ? Non. Pourtant, vous étiez exposé, là. Oui, mais l'exposition vous isole. Ouais. Elle vous isole de toutes les façons qui puissent exister, socialement, humainement et sentimentalement. Donc en tout cas, vous n'avez pas les bonnes personnes qui s'intéressent à vous. Donc voilà. Et comme j'avais envie simplement qu'on s'intéresse à Manal et non pas à Kenza, j'ai eu du temps à trouver celui qui s'intéressait plutôt à celle que j'étais. Ça a été quoi le meilleur moment de cette époque ? Je garde pas vraiment d'excellents souvenirs de cette aventure. Alors au-delà du fait qu'avec les copains, quand on y était, on s'éclatait. Mais après, à la sortie, pour moi, c'était franchement le début de l'enfer. Hein. Et le pire moment ? C'est au moment où je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie professionnelle, ma fille ? Tu n'es plus celle que tu étais avant. Il faudrait que tu construises celle qui va devenir celle de maintenant. Ah ouais. Alors justement, vous êtes éliminé de Love Story au bout de 3 semaines.
vous êtes apparue comme une fille un peu caractérielle, voire méchante, Non, ambitieuse, voire arriviste. Quelle horreur. Non. Non, j'ai du caractère, mais je ne suis pas caractérielle. Ouais. Je suis comme toutes les jeunes femmes de ma génération. Vous savez ce que vous voulez. Je pense être vraiment avoir du caractère pour me battre dans la vie et pour réussir, mais je n'écrase personne et je n'ai envie de prendre la place de personne. Alors, quand vous sortez du Love, vous découvrez évidemment que la médiatisation est une arme à double tranchant parce que le plus dur reste à faire. Vous êtes connu, mais il faut convaincre. Et puis, les gens croient que vous leur appartenez. Oui, ça a été très violent. Dans les rapports humains, dans la rue, sur les réseaux sociaux, ça a été autant d'amour que de haine. C'est-à-dire que dans la haine, ils allaient très très loin. J'ai failli me faire poignarder à la sortie du... J'ai eu des menaces de mort. Voilà, j'ai eu des menaces de mort. Et en même temps, à côté, j'ai eu des petites filles qui ont pleuré dans mes bras comme si j'étais Madonna. J'ai des parents qui ont appelé leur fille Kenza parce qu'ils m'adoraient. Il y a même eu la coupe Kenza à l'époque. Voilà, la couleur de cheveux Kenza. Ça a été la folie. Ça a été un truc de fou. C'est-à-dire qu'on a été mis sur un piédestal sur lequel nous-mêmes, on était totalement dépassés, quoi. C'est difficile de survivre à ce dérèglement, en fait. Oui, mais surtout qu'il était basé sur rien. Il était basé sur du vide. Donc, à un moment donné, ce vide, il fallait le remplir. Vous êtes déprimé à l'époque? Un petit peu. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque? Pas du tout. Pas du tout. Et je n'ai plus du tout envie de revenir en arrière. Ouais. Non. Le prix a été trop cher à payer. Ouais. Non. Vous dites, si j'avais été plus mûr à l'époque, je n'aurais pas participé au jeu, je regrette. Oui. Oui, c'est vrai, parce qu'à l'époque, j'étais pas mature, je savais pas où j'allais. Je l'ai fait un peu comme une kamikaze, quoi. Hein. J'y suis allée sans savoir ce qu'allait m'apporter cette expérience. J'ai été chouchoutée par la prod, j'ai été entourée par une prod qui m'a fait croire monts et merveilles. Et j'y suis allée, les yeux fermés, sans connaître les codes du métier, sans savoir exactement ce qui m'attendait. Et surtout, en signant un contrat entre 2 séances de maquillage. Ouais. Donc, j'ai pas le temps de me retourner, j'ai pas le temps de demander conseil. Donc, c'était à refaire, pas de loft. Non. Ensuite, vous revenez dans les médias lors de l'intervention américaine en Irak. Vous vous positionnez contre avec votre premier livre. Un jour, j'ai quitté Bagdad. Ouais. D'abord, je parle de ma vie en tant qu'enfant et en tant qu'adolescente sous la dictature de Saddam, mais surtout que je suis, je le pense en tout cas et je le pense toujours, que je suis légitime pour parler de ça. Face à moi, j'ai eu des gens qui ont parlé de l'intervention américaine alors qu'ils ne connaissaient même pas le pays. Donc ça m'a révoltée et en même temps, j'ai forcément une attache sentimentale et patriotique vis-à-vis de ce pays qui souffre et qui continue à souffrir et que je connais tellement bien. Oui, finalement, vous n'aviez pas tort, ça n'a rien arrangé l'intervention américaine. Ça a aggravé les choses. Le pays est chaotique, le pays est laminé aujourd'hui. Derrière un pseudo-retour au calme, derrière, il y a des femmes qui souffrent, des femmes qui sont violées, il y a des gens qui n'ont toujours pas d'électricité. Les Irakiens payent le prix cher de cette guerre. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Je sais pas, parlez moins fort, on aimerait bien dormir ici. Ou non, je pense qu'on écrirait quelque chose de très personnel et qui me correspond bien. Elle a été honnête avec elle-même, mais honnête avec les autres. Très bien. Ouais. Je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous, Kenza. Merci. Merci beaucoup. Merci Thierry. J'accueille Patrick Baudry. Alors nous allons entrer en contact avec Patrick Baudry à bord de la Vanavette. Donc Patrick Baudry. Bonjour tout le monde, nous nous trouvons actuellement à bord de Discovery. Je vais vous présenter maintenant le cockpit, le pilotage. C'est cette partie du upper deck qui est ici. Vous voyez, la place du commandant de bord et la place du pilote ou du copilote. Nous sommes au-dessus du Philly. Je peux vous dire que c'est absolument magnifique. Et la nuit tombe. On va bientôt assister à un coucher de soleil, comme on en a toutes les heures et demie, qui est quelque chose de fantastique. Tout le monde en a parlé à retrouver Patrick Baudry, chez lui, près de Lacanau, au milieu de la nature. Bien bonjour, bienvenue à bord. C'est surtout dehors que c'est intéressant. Hein. La chance que j'ai, qui est une nuit, c'est d'avoir le privilège d'avoir à la fois le lac, la forêt et d'être en ville, quoi, d'être à Lacanau. C'est pour ça que je suis amoureux non seulement de ce lieu, mais de ce lieu précis, de cette propriété, parce que c'est un grand privilège d'être situé de cette manière. Et sa journée commence forcément par un café, où qu'il soit. Beaucoup de machines à café dans la maison.
Parce qu'on aime bien avoir de quoi faire un café dans chaque pièce. Dans les chambres, dans le salon, dans la salle de télé, un petit peu partout. On a une culture café, quoi. C'est un peu l'Afrique, l'Amérique du Sud. Il est temps de travailler et c'est sa femme Stéphanie qui prend les choses en main. En véritable partenaire, elle gère son planning en France et à l'étranger. Ils ont envoyé par mail le clip vidéo de ta dernière intervention pour eux. Et ils auraient voulu que tu le regardes pour leur donner ton sentiment sur ce qui s'est passé. Ils ont envoyé un mail de remerciement en disant qu'ils étaient très contents. Et ce qui nous a fait progresser, évoluer, ce n'est pas notre intelligence, parce que c'est pas l'intelligence qui est la particularité essentielle de notre espèce, mais c'est sa curiosité. Il faut dire que Patrick est très occupé. Entre les conférences sur l'espace qu'il donne et les projets auxquels il participe, il change de pays à chaque coup de fil. Oui. Да, добрый день. О, да, ты можешь, нет проблем. Да, спасибо, спасибо. You can't touch this. Et quand il part se promener, c'est toujours avec Stéphanie et à moto, bien sûr. Le temps d'une balade, il passe voir ses amis de la région, l'occasion de partager des anecdotes en tout genre. Il y a de l'art là. Il y a un bonhomme avec un verre et une bouteille avec un bonhomme. Moi j'aurais bien aimé que Picasso fasse un dessin sur mon scaphandre. J'aurais revendu mon scaphandre. Ouais. Hein, puis j'aurais acheté quelques caisses de belles choses. Oui. Ses amis, il les reçoit aussi à dîner. Et quand il s'agit de faire la cuisine, c'est lui qui s'y colle. Cette fois, le cochon est à l'honneur, sous toutes ses formes, mais toujours sous le contrôle du scientifique. Le mieux, si on veut bien manger, c'est de faire soi-même la cuisine et d'acheter soi-même les produits. Savoir d'où vient le cochon, quel est son nom, son prénom, sa date de naissance, s'il a les cheveux blonds ou les cheveux foncés. Chaque animal, il faut le connaître. Et il n'y a que comme ça qu'on fait des bonnes choses, quoi. Ça va être un rôti de porc où on respecte le cochon. Car le cochon a besoin d'être respecté. Il nous le rend bien après. Et on va faire une chiffonnade de saucisson. Chiffonnade. Chiffonnade. Voilà une chiffonnade. Un petit pâté. Un petit pâté. Avec la sonde, on saura exactement quand c'est cuit. C'est comme la chimie, à partir du moment où on sait les choses, c'est pas la peine de faire à côté de ce qu'on sait. Alors, le rôti de porc, c'est 80-85 degrés en fonction de ce qu'on veut. Je vais mettre 82 pour être prévenu avant. Et quand l'intérieur du rôti sera à 82 degrés, au milieu, ben, ça sonnera et je pourrai m'en occuper. En minimisant le risque d'erreur. Hein. Donc pareil, c'est pareil, c'est comme dans l'espace. L'erreur, il faut l'accepter, mais il faut la combattre. Il nous manque 1 degré. Et le soir à table, de quoi parlera-t-on? D'espace, évidemment. Et maintenant, la lumière se rallume sur Patrick Baudry. Bonsoir. Bonsoir. Patrick, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Vous êtes né le 6 mars 1946 à Douala, au Cameroun. Votre père est ingénieur météo et votre mère femme au foyer. Vous avez 2 sœurs aînées, évidemment vous êtes le chouchou. On vous surnomme le Petit Prince. Dans la famille. Tout cela est parfaitement exact. Enfant, votre terrain de jeu, ce sont les pistes d'aviation qu'il fallait traverser pour aller jusqu'au bureau météo où travaillait votre père. Là, vous traînez un peu sur le tarmac pour voir les avions de plus près, pour écouter les pilotes à la radio. Enfin, très jeune, finalement, vous êtes sensible à ça. Mon rêve était de voler. Ouais. Je pense que le contact, la contagion des pilotes, des pistes, des bruits, des avions. Et donc, toute mon enfance, ça a été ça. J'ai toujours cherché à aller sur le terrain avec mon père pour regarder les avions, écouter les pilotes, et discuter parfois avec eux. Enfin, discuter, les écouter, hein, leur poser des questions. Alors ensuite, votre famille déménage à Casablanca et à Alger. Et à Alger, un jour, vous ratez le bus qui doit vous ramener à la maison. Et ce jour-là, il y a une bombe qui explose dans le bus. J'ai eu cette chance de rater le bus que je prenais habituellement pour rentrer à la maison.
et de prendre le suivant. Et quand on est arrivé un peu plus loin, à l'endroit où le bus avait eu cette explosion, cette bombe, j'ai vu que j'avais eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Et ça a motivé d'ailleurs mon père, mes parents, pour rentrer en France et laisser l'Algérie. Alors en 56, vous avez 10 ans, toute la famille rentre en métropole. Vous habitez à Eysines, près de Bordeaux. Oui. Alors vous êtes turbulent, casse-cou, mais comme vous êtes premier en classe dans toutes les matières, on vous pardonne. Ça amortit le choc, oui, voilà, tout à fait. Oui, c'est un peu ça, oui. Vous faites votre secondaire dans une institution religieuse, le Grand Lebrun, à côté de Bordeaux. Mais voilà, quoi, il y a les copains, il y a les motos, il y a les voitures, il y a les premières filles. Et vous êtes collé au bac. Oui, et il m'a manqué vraiment un tout petit poil pour l'avoir. Et donc ça, comme je voulais être pilote, je rêvais de voler, mais là je suis parti à Autun, aux enfants de troupe, pour me recadrer. Voilà, au lycée militaire d'Autun, vous faites votre terminale. Alors les résultats, évidemment, vous avez mention très bien. Ce qui vous permet de préparer maths sup au Prytanée de la Flèche et maths spé A' au lycée Chaptal. Donc là, vous redevenez très très bon, quoi. C'est la grande injustice des études. Ouais. Il suffit d'être bon en maths, enfin, je caricature à peine, pour finalement que les portes que l'on veut ouvrir s'ouvrent. Alors à la sortie, en 1967, vous optez pour l'école de l'air de Salon-de-Provence, où vous devenez pilote de chasse. Et ensuite, il y a cette fameuse école anglaise en 78. Oui, l'ETPS, qui est l'école britannique des pilotes d'essai, et donc qui est une très belle école. Et donc, ça m'a valu la chance, l'opportunité de connaître le prince Charles, qui m'a remis le diplôme et le prix de meilleur élève. Et ça a été important pour la suite, parce qu'ensuite, les choses sont devenues difficiles et les bagages sont importants. Alors la suite, c'est qu'en septembre 1979, vous êtes alors pilote d'essai de l'armée de l'air à Brétigny-sur-Orge, quand vous découvrez par hasard une note de service sur le bureau de la secrétaire du personnel navigant. Le CNES recrute 2 cosmonautes, 2 Français, pour partir en URSS pour le premier vol spatial franco-soviétique. Alors évidemment, c'était le rêve qu'on pouvait presque toucher du doigt, quoi. Il était là. Oui, parce qu'à l'époque, quand on était français, devenir cosmonaute, c'était pas évident, quoi. Non, pour un Français à l'époque, c'était quasi impossible. Et là, c'était quelque chose qui s'ouvrait et c'était fantastique. Donc, j'ai plongé. Ouais, sauf que vous êtes 400 candidats à recevoir le dossier d'inscription. Le dossier est tellement compliqué à remplir qu'il n'y en a que 193 qui le renvoient. Et là commence une incroyable sélection médicale et psychologique, puisqu'à la sortie, vous êtes 5, avec Jean-Loup Chrétien. Avec Jean-Loup, et 3 autres, donc. Et finalement, il n'y en a que 4 sur les 400 du début qui partiront à la Cité des Étoiles à Moscou. Ça a dû être terrible quand vous êtes arrivé là-bas, non? Parce que c'était la Russie soviétique. Oui, c'est-à-dire que tout d'abord, pendant cette sélection, qui a duré très longtemps, pratiquement 1 an, 9 mois, on a vu les autres disparaître peu à peu. Bah oui. Donc ça, c'est un régal. C'est horrible. C'est Edith Tinec d'Agatha Christie. Absolument, c'est exactement ça. Et à la fin, nous étions 5, dont une femme. Et moi, je me demandais vraiment ce qu'une femme faisait dans l'affaire, puisque je savais très bien que les soviétiques voulaient 2 sujets de même sexe. Donc, j'avais déjà fait un certain nombre de sacrifices, on avait sorti les dents de sagesse, l'appendice, des choses comme ça. Je me disais, le sacrifice ultime, non. Donc, voilà, c'était un petit peu la question. Et les soviétiques, avec beaucoup d'humour, ont éliminé donc, Françoise, qui était parmi nous, qui était une femme admirable d'ailleurs. Et donc, on s'est retrouvés 4 hommes pour la sélection finale. Et en arrivant là-bas, il faut apprendre le russe. Alors, le russe, ça faisait partie de la sélection. C'est-à-dire que lorsqu'on a été plus que 5, jour et nuit, nous faisions du russe. On avait des professeurs qui se relayaient pendant 2 mois. Et donc, voilà, quand on est motivé, on apprend une langue, même si elle est difficile. Vous avez appris le russe en 2 mois? En 2 mois, oui, mais il fallait. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Et quand on est parti avec Jean-Loup Chrétien à la Cité des Étoiles, l'Union soviétique, eh bien, on avait des rudiments de russe qui nous permettaient d'évoluer, de comprendre et ensuite de progresser. Et vous avez été accueillis comment dans cette Cité des Étoiles? Les Russes ont un cœur énorme. Vraiment, à la Cité des Étoiles, il faut bien imaginer que nous étions 2 pilotes de chasse de l'armée de l'air et donc occidentaux arrivant en Union soviétique et dans le sein des saints. Parce que la Cité des Étoiles, quand vous y arrivez, c'est comme si vous entriez en religion. Et puis pour nous, c'était quelque chose de merveilleux qui nous dépassait. Donc on avait énormément d'humilité et les Russes ont été fantastiques parce qu'ils nous ont accueillis. Ils nous ont formés et on n'a jamais senti de mépris ou d'indifférence ou de méfiance.
Et là, on a vraiment beaucoup apprécié. Avec eux, on a travaillé pendant 2 bonnes années d'une manière extraordinaire. Ah oui, encore 2 ans. Encore 2 ans. 2 ans à la Cité des Étoiles, jusqu'au vol de juillet 82, et le voilà. vol de Jean-Loup. Malheureusement, c'est Jean-Loup Chrétien qui s'en va. Tant mieux pour lui. Pourquoi malheureusement? Parce que vous n'êtes pas parti. Thierry, je suis plus jeune et Jean-Loup était superbe. Non, alors, il décolle de Baïkonour le 24 juin 1982. Voilà. Ouais. Et alors, vous rentrez en France. À ce moment-là, vous êtes déçu quand même. Déçu, oui, mais ça fait partie du jeu. Je veux dire, le métier d'astronaute a cette particularité que vous travaillez beaucoup, vous faites pas mal de sacrifices, il faut le dire, sans jamais être certain de partir au bout. Oui, c'est un peu comme président de la République, quoi. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Voilà, mais peut-être qu'on est un peu plus utile, je sais pas. En tous les cas, dans les examens, il faut être un peu plus honnête et humble. Alors, vous rentrez en France, et là, évidemment, en coup de bol, vous êtes choisi pour le premier vol franco-américain, parce qu'il y avait aussi un accord qui avait été passé avec les États-Unis. Voilà. Entre-temps, il y a eu un accord entre Reagan et Mitterrand, et donc je suis parti en 84 aux États-Unis. Vous partez à Houston, au Texas, donc pendant 2 ans, et cette fois-ci, c'est Jean-Loup Chrétien qui est votre doublure. Donc... Voilà, et c'est Jean-Loup qui m'a accompagné, bien sûr. Voilà. On faisait vraiment une équipe. Il faut bien imaginer qu'à cette époque, les choses n'étaient pas faciles, et qu'avec Jean-Loup, pendant toutes ces années, on a été comme les doigts de la main. Quoi. Ouais. Alors, il faudra attendre le 17 juin 1985 pour que vous partiez dans l'espace. J'ai 40 ans. Oui. C'est un équipage international et multiculturel. Il y a le prince sultan Salman Al Saoud d'Arabie. Alors, comment ça se fait qu'il y avait un prince saoudien dans l'espace? Simplement, à cette époque, il y avait une compétition très rude entre la fusée européenne naissante Ariane et les moyens d'envoyer des satellites dans l'espace pour le futur, qui était la navette américaine. Donc, compétition commerciale très dure entre les Américains et les Européens, entre autres. Et les Américains, comme prime pour envoyer un satellite d'Arabsat, du consortium Arabsat, dans l'espace, avaient offert au consortium Arabsat d'emmener un de leurs citoyens dans l'espace. Et c'est comme ça que le premier astronaute arabe a volé dans notre équipage. Donc c'est un équipage assez extraordinaire. Il y avait une femme aussi, il y avait Shannon Lucid. Il y avait une femme, Shannon Lucid, d'Oklahoma, c'est très, très important, qui a volé plusieurs fois dans l'espace depuis, qui est une grande âme de l'espace. Alors là, vous vous présentez sur le pas de tir avec un béret basque. Oui. Alors là, c'était énorme. Ça a fait un petit scandale d'ailleurs, non? À cette époque, on avait un ministre qui était une ministre, qui était Madame Cresson, qui s'était opposée. On voulait emmener des expériences sur les mous de raisin, quelque chose qui rappelle le vin et du vin dans l'espace, avant le Coca-Cola. Mais vous avez emmené du Lynch-Bages 75, oui, mais malgré Madame Cresson. Ah oui, d'accord. Car justement, le problème, c'est qu'elle s'est opposée à toutes ces expériences, et donc il a fallu que je négocie directement avec les Américains pour emmener une bouteille de Lynch-Bages, donc, à titre tout à fait amical pour le propriétaire de Lynch-Bages. Et le béret basque, alors? Et le béret basque, pour rappeler à Madame Cresson, en partant que la France, c'était pas seulement la haute technologie, c'était aussi de la culture, des traditions et des gens qui travaillent dur. Alors, à partir de là, évidemment, vous allez savourer chaque minute de ce vol que vous avez attendu si longtemps. Alors, pendant la nuit, mais en fait, c'est pas une vraie nuit, puisque le soleil se lève et se couche 16 fois par jour, mais pendant ce qui est la nuit, vous vous relevez, enfin, vous vous relevez pas d'ailleurs, parce que vous êtes accroché à un tiroir, et vous lâchez la poignée du tiroir pour voler dans la navette, quoi. Hein. Et vous volez jusqu'au hublot, et là, vous contemplez la Terre. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est vraiment fabuleux. Je crois que le grand privilège de ceux qui ont la chance d'aller dans l'espace, c'est justement d'avoir cette opportunité de contempler leur planète de cette manière de l'extérieur. On voit la Terre qui est d'une beauté fabuleuse, qui est posée sur un noir absolu, et vraiment avoir cette possibilité de regarder sa planète de cette manière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr. Alors là, vous révisez votre géographie? Oui, bien sûr. Elle se déroule sous vos yeux, donc c'est facile. Les saisons, la géographie. Non, et vous faites des photos en écoutant Supertramp, ce qui est assez cool. Oui, tout à fait. Et les moines de l'abbaye de Solesmes, mais là, j'étais un peu déçu. En revanche, les 4 saisons de Vivaldi, là, c'était très bien, parce que les saisons se déroulaient sur Terre, en même temps que les saisons de Vivaldi, c'était génial. Très peu de gens ont eu la chance de vivre cette expérience, c'est incroyable. Hélas pour les autres, mais ça fait rien, je n'ai aucune pitié. Vous êtes bien fait chier quand même pour y arriver. Oui, donc, c'est vrai. Alors au retour, vous êtes célèbre, quelles ont été les réactions de votre entourage devant tant de célébrités? Ma maman, elle avait très peur pour moi, toujours. Je me souviens au tout début, parler de célébrité, il y avait une photo sur le France Soir
pendant un test en centrifugeuse. Donc vous avez le visage tout déformé. Vous voyez, vous avez vraiment donné l'impression de souffrir. Et puis finalement, vous ne souffrez pas, parce que au contraire, c'est le bonheur, c'est une espèce de manège, la centrifugeuse. Alors évidemment, vous pesez 4 fois, 5 fois, 10 fois votre poids, mais en fait, vous n'en souffrez pas plus que ça. Et j'appelle ma maman un petit peu après, elle me dit, mon pauvre petit, je dis, quoi, mon pauvre petit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, qu'est-ce que tu as dû souffrir? Je lui dis, j'ai jamais souffert. Non, non, ne me cache rien. De toute façon, je sais que tu ne me dis pas la vérité. C'est beau. Donc voilà. C'est beau. Votre père, comment il a réagi? Ah, mon père, très bien, il m'a accompagné, lui, dans toute cette aventure. Et puis depuis tout petit, hein, il m'a aidé à franchir le dur barrage des examens que vous évoquiez, Thierry, tout à l'heure. Et donc, lui, il était le plus heureux des hommes. Vos copains, ils étaient frimés, j'imagine? Alors, mes copains, oui. D'ailleurs, moi, je pensais à eux au moment de partir dans la navette, tout là-haut. Je pensais vraiment à mes copains, surtout mes copains pilotes de chasse. Je savais qu'ils auraient voulu être à ma place. Et donc, voilà, quoi, c'était mon tour. Hein. Alors, les relations avec les médias, ça s'est bien passé, j'imagine, non? Oui, toujours très bien, il n'y a eu aucun problème. Médias américains, parfois difficiles. Ah bon? Oui, parce qu'il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, vous aviez une partie de l'opinion qui n'était pas favorable au fait qu'un étranger vole à bord d'un vaisseau spatial des États-Unis d'Amérique. Le taxpayer américain a payé son vaisseau spatial, et bien sûr. Et donc, certaines fois, c'était un peu dur. Les interviews étaient un peu dures. D'autant plus, je revenais d'Union soviétique. Ah oui, il y a un moment, on a dit que vous étiez un agent soviétique. Voilà. Et la première fois que la navette a été annulée, le tir de la navette, Challenger, un journal français a titré que j'étais un espion soviétique. Donc, c'était tout à fait agréable. Mais ça vous donnait un peu l'ambiance de l'époque. Bon. Question argent, vous avez gagné de l'argent en faisant tout ça? De l'or, parce que les étoiles, c'est le plus fabuleux des cadeaux. Je crois que j'ai jamais été aussi riche que quand j'étais dans l'espace, regardez. Mais ceci mis à part, j'étais lieutenant-colonel de l'armée de l'air, donc j'avais ma solde de lieutenant-colonel. Et pour tout vous dire, lorsque j'étais là-haut, et que je suis revenu, les fonctionnaires qui s'occupaient des frais de mission ont sucré tous mes frais de déplacement parce que j'étais nourri et logé gratuitement à bord de la navette dans l'espace. C'est beau, la bureaucratie. C'est beau, c'était magnifique. Sur le plan amoureux, ça vous a rapporté des conquêtes, la conquête de l'espace? Sur le plan amoureux, je vais être prétentieux, mais enfin, l'espace n'a rien changé à ma vie. D'accord. Et qui a toujours été très riche parce que j'adore les femmes. Bah oui, vous avez raté le bac à cause de ça. J'ai raté le bac. Et la moto aussi. Il y a la moto aussi. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque? Sans hésitation aucune, c'était le moment où j'étais attaché là-haut, dans le scaphandre, et que enfin les moteurs se sont allumés 60 mètres plus bas. Parce qu'avec la navette, à partir du moment où ça s'allume, vous ne pouvez que partir, vous ne pouvez plus arrêter. Et là c'est vraiment le moment. Il y a 9 minutes de décollage. Après, il y a 9 minutes, ça c'est un plaisir physique. C'est fabuleux, ça pousse, vous accélérez, vous passez Mach 10, Mach 15, Mach 20, et ça pousse encore. Ça c'est fabuleux, ça c'est un plaisir intense. Mais le moment le plus précieux, c'est celui où enfin ça s'allume. J'avais eu 13 reports ou annulations de tir. Ah oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Donc quand vous êtes là-haut, vous n'êtes jamais sûr de partir. Et cette fois-ci, ça partait. Il faut avoir le mental quand même, hein. Oui. Alors le pire moment, ça a été quoi? Ça a été certainement en janvier, le mois de janvier suivant, lorsque la navette Challenger a explosé. C'est la navette qu'on devait utiliser avec mon équipage. Elle avait tellement de problèmes qu'elle était ramenée de l'hangar, et quand elle a décollé, elle a explosé. Ça a été le premier accident de la navette, et à bord, j'avais 7 amis. Des gens qui étaient très proches, on s'était entraînés ensemble. Donc ça, c'est quelque chose de très dur. On savait que la navette avait beaucoup de problèmes, c'est un engin très très délicat. Mais là, ça a été vraiment un moment dur pour nous tous et pour l'histoire de la conquête spatiale. Donc la navette qui a explosé, vous auriez pu être dedans? Voilà, comme l'autobus. C'est ce que j'allais vous dire. Exactement, non, mais c'est vrai. Et 2 fois de suite, quoi. Oui, 2 fois de suite. Ah, vous êtes béni des dieux, vous, hein? Dans ce métier, il faut avoir de la chance. Alors par la suite, vous ne revolerez plus jamais dans l'espace. Vous travaillez ensuite au projet Hermès d'avion spatial européen, mais qui sera abandonné. Oui. Pour des raisons éminemment politiques, je crois qu'il y avait sur ce plan-là une mésentente entre la France et l'Allemagne qui s'est concrétisée par l'arrêt du programme Hermès. Alors vous êtes nostalgique de l'époque de la NASA là,
Non, pas du tout. Non, ça a été... moi, j'ai eu la chance de vivre pratiquement que des beaux moments. Dans l'armée de l'air, quand j'étais pilote de chasse, c'était fabuleux. Il y avait un esprit de famille génial. C'était des avions superbes. Chez les soviétiques, c'était aussi autre chose. Une richesse humaine très, très, très forte. Chez les Américains, un engin fabuleux. La navette, très dangereux. Ça peut péter d'un moment à l'autre, mais par contre, le bonheur absolu. Alors, si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Patrick ? Ça, j'en sais rien, je me pose pas la question. Ce qui m'intéresse, c'est demain. Chaque jour est un jour génial. Plus on travaille, plus on gagne. Moins on travaille, moins on gagne. Alors, le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe ? Il n'y aura pas de tombe, il n'y aura pas d'épitaphe. Parce que, vous savez, quand on est là-haut, quand on regarde sa planète de cette manière, on se rend compte vraiment de ce qu'on représente, c'est-à-dire strictement rien. Et le paradoxe de l'être humain, c'est qu'on voit le monde à travers nos yeux et par notre cerveau. On est au centre du monde, mais en même temps, quand on pense au monde ou qu'on a la chance de le voir un petit peu de cette manière, on voit qu'on n'est rien. Voilà. Donc vraiment, l'après-mort, c'est comme ce qui s'est passé hier, ne me fascine pas, ne m'intéresse pas. Merci Patrick, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci beaucoup. Merci Thierry. C'était Tout le monde en a parlé, amis du parking, bonsoir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.